bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver et bienvenue à cette tribune de Teler TV consacrée à la crise économique, politique et sécuritaire au Sahel, caractérisée, comme vous le savez, par la recrudescence des coups d'État. On en parle donc aujourd'hui sur ce plateau avec mes invités. Professeur Félix Bakunda-Mpele, vous êtes consultant, juriste, politologue et constitutionnaliste. Bonjour. Bonjour Christian. Il y a également Teila Mamiabe, professeur de mathématiques à l'Université du district de Columbia aux États-Unis. Vous êtes aussi membre de la Fondation nationale pour la démocratie, l'UNED, et membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour. Bonjour. Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique à Africa 24. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Et enfin, Diogène Senienda, président de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Bonjour à tous les co-débatteurs. Eh bien voilà, le décor est implanté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teler TV. Moi, c'est Christian Perrin. Bien avant de commencer notre tribune, je m'en vais vous proposer un élément, c'est la réaction d'un député français, Jean-Paul Lecoq, qui a tenté de ramener à l'ordre le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. On l'écoute et on revient sur ce plateau pour continuer notre entretien. Monsieur le ministre, Guinée, Mali, Burkina Faso, les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque Ama Donsoko à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient heurtés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps d'écouter enfin les forces de progrès africaines? Alors, donc, vous venez là de suivre cette réaction, mais encore quelqu'un me disait, quand c'est un Africain qui tient de tels propos, généralement, on le rappelle à l'ordre, surtout s'il vivait en France, on dira qu'il est ingrat, il est en train de manipuler l'opinion, etc. Mais là, c'est un député qui vient de prononcer ces paroles, je dirais, un peu sévères contre le ministre français des Affaires étrangères. Alors, quelle est votre première réaction? La parole à qui souhaiterait la prendre en premier? Eh bien, je vais réagir. Honnêtement, quand j'écoute le député communiste, ça ne m'étonne pas. Les communistes ont toujours eu une réaction, comme dirait autrefois Jean-Marie Le Pen, anti-établissement. Quand on voit le processus déjà, disons, de la décolonisation, quand on voit effectivement, même si on n'en parle pas beaucoup, quand on voit notamment, disons, je vais dire, les politiques de Barbouzerie menées, disons, dans les 2 premières décennies, disons, de l'indépendance des pays africains, et les communistes ont toujours eu la même position. Et je me rappelle, j'étais encore
Disons moi-même, au lycée, je me rappelle d'une réaction forte des communistes à l'occasion, par exemple, de l'entreprise de Bob Denard, notamment quand Oui, mais professeur, au-delà de ce que l'on peut parler des communistes qui ont toujours eu en fait cette position, est-ce que ce que dénonce Jean-Paul Lecoq n'est pas une réalité, en fait? C'est une réalité, je ne dis pas le contraire. C'est une réalité. Alors, merci. Maître Brice Nzamba, quelle est votre réaction, en fait, vos impressions par rapport à cette réaction de Jean-Paul Lecoq? Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que au-delà d'une position qui est idéologique, comme on l'a dit, et qui est liée à la ligne idéologique du communisme, notamment qui est contre tout ce qui est impérialisme, hein, tout ce qui est en fait la tendance à vouloir dominer les populations qui sont considérées comme étant du tiers-monde, c'est une position qui date. Mais bon, après, il faut aussi dire que ce qui est décrit dans le discours de ces députés, c'est une réalité. C'est une réalité qu'aujourd'hui, l'opinion publique africaine déplore. Une opinion publique africaine, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, et je dirais même de plus en plus dans une plus grande partie des États africains et même au niveau de la diaspora. Et cette opinion publique déplore quoi? Déplore notamment l'incapacité de la France à pouvoir assurer son engagement, l'engagement qui avait été pris dès le départ, notamment d'aider à sécuriser tous les territoires maliens. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, l'État, en fait, les autorités maliennes ont pris leurs responsabilités. Elles ont décidé de pouvoir signer un accord stratégique, sécuritaire stratégique avec la Russie. Cet accord est mal vu. Et cet accord explique pourquoi le Mali est aujourd'hui sous le feu des sanctions. Parce qu'il faut dire que c'est la France qui était à la manœuvre de tout cela. Et donc, c'est ce que ces députés critiquent, notamment la position, le fait que ce soit la France qui était à la manœuvre pour pouvoir punir le Mali à travers la CEDEAO que la France a actionné. Et puis, la preuve que c'est la France qui a été derrière tout cela, puisque même avant que la CEDEAO ne puisse prononcer ses sanctions, Jean-Yves Le Drian disait déjà que le Mali fera face à des sanctions de la CEDEAO, avant même que la CEDEAO ne prononce ses sanctions. Donc, on voit déjà que la France était déjà au courant de cela, voilà. Et la France a porté cela même devant l'ONU, parce qu'il fallait obtenir une résolution aussi au niveau de l'ONU, toujours contre le Mali. Donc, je pense que ces députés, au-delà de son idéologie communiste, est simplement en train de décrire, d'analyser une situation qui est factuelle, qui est réelle, qui est concrète et que toute personne de bonne foi constate et peut analyser aujourd'hui. Et donc, on retient que les sanctions imposées au Mali sont finalement des sanctions qui avaient déjà été annoncées par Paris avant que la CEDEAO n'emboîte le pas. Alors, Josène Seni, vous venez de suivre le député Jean-Paul Lecoq. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ne pas faire de redite, il faut dire que la particularité du moment historique que nous vivons, c'est qu'il y a une conscience africaine qui est de plus en plus repréparée à quelque chose que l'élite africaine a tourné le dos depuis les années 60. Nous savons tous que les indépendances en tout cas, étaient des échecs. La décolonisation n'a jamais fonctionné. Nous avons hérité des États qui ont succédé à l'État colonial. Il n'y a jamais une conception, une pensée de l'État africain, que ce soit au niveau de l'armée ou encore des administrations civiles. Nous le déplorions depuis longtemps et d'une manière ou d'une autre, des générations africaines allaient reposer le problème. Quand je vois le Niger depuis 3-4 ans, il suffit de regarder le Niger. La plupart des jeunes Nigériens qui manifestent dans les universités manifestent contre les bases militaires françaises. Goïta n'était pas encore au pouvoir. Si vous regardez le Burkina Faso, ce n'est pas un hasard que les jeunes burkinabés, depuis des années, une dizaine d'années, avec le passage de Thomas Sankara qui a laissé des graines, continuent à demander leur souveraineté. Il faut simplement dire qu'il y a aujourd'hui un fondement sur la souveraineté qui n'était plus à l'ordre du jour. Au détour des années 90, lorsque la démocratie pluraliste est arrivée, les opposants africains, avant 90, se disaient volontiers nationalistes, souverainistes. Quand on arrive aux années 90, quand vous disiez nationaliste, on vous confondait avec l'Union soviétique. C'était de bon temps de dire démocrate. Alors, quelle est cette démocratie qui peut fonctionner sans souveraineté? Ce sont des questions fondamentales.
Et donc, on retient par là que finalement, certains pays africains, il faut le dire comme ça, n'ont jamais acquis leur indépendance. C'est ce qu'on va peut-être comprendre. Monsieur Telama Miabe, Jean-Paul Lecoq dit que la France doit retirer ses troupes, laisser les Africains prendre leurs propres responsabilités. Merci pour la question. C'est une sonnette d'alarme, à mon avis, qui devrait pouvoir faire réfléchir la majorité des hommes politiques français. Parce qu'en ce moment, en Afrique, nous sommes, avec la politique française en Afrique, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes considérant une Afrique qui est en métamorphose, une Afrique qui voudrait se définir, une Afrique qui voudrait prendre ses rênes entre les mains. Et nous avons un pays colonisateur, la France, qui n'a vraiment jamais quitté le continent africain, qui a toujours, d'une façon directe ou indirecte, manipulé et s'est ingéré dans la politique africaine. Et ça n'a pas été dans le développement pour le développement des Africains. Je reviens toujours à ce écrivain Walter Rodney qui a écrit un bouquin, cet ouvrage qui s'appelle How Europe and the Developed Africa. Comment est-ce que le continent, l'Europe a sous-développé l'Afrique? Le rôle de la France est perçu pour la majorité des Africains par cette perspective-là, dans cette perspective. Malheureusement, j'aurais souhaité qu'au niveau de la France, de l'intellectuel français, des intellectuels français, des politiciens français, qu'il y ait ce débat où la France commence à se questionner de ce qu'il y a lieu de faire vis-à-vis de sa politique africaine, au lieu de laisser une certaine France-Afrique, une frange de la France qui s'investit en Afrique de manière destructive, de manière à profiter des gouvernants africains, ce qui en fait à long terme ne sera pas constructif pour l'Afrique, ce qui à long terme en fait va nécessairement couper les relations entre l'Afrique et entre l'Afrique francophone et la France. Donc je pense que c'est une sonnette d'alarme et je voudrais que ça serve pour les Français comme une introduction sur un débat politique qu'il doit avoir dans le système politique français, que la France devrait pouvoir faire une introspection par rapport à sa politique africaine et à partir de ce moment-là, ajuster afin de rester, d'avoir une certaine importance sur le continent africain dans les pays francophones. Donc c'est une sonnette d'alarme, je dirais. Alors évidemment, aujourd'hui, notre tribune porte sur les crises, j'allais dire, économiques, sécuritaires et politiques au Sahel. Mais on se rend compte que c'est un vent qui risque de se généraliser. Nous avons dit que ces crises sont caractérisées par la recrudescence des coups d'État, encore en Afrique de l'Ouest, mais il y en a déjà presque en Afrique centrale. Est-ce qu'on peut parler d'un effet de contagion ou bien c'est un peu la réponse des nouveaux, disons, j'allais dire, la nouvelle génération des militaires africains à l'échec des stratégies de lutte contre les djihadistes proposées par l'Occident? Je dirais plutôt que c'est les deux. Pourquoi c'est les deux? Et même au-delà, parce qu'il y aurait également, disons, d'autres causes. Bon, ces derniers temps, par exemple, dans les éditoriaux des chaînes françaises, beaucoup ont exalté ou constaté ou exalté, effectivement, une nouvelle génération, disons, de sous-officiers, enfin d'officiers, une nouvelle génération de militaires, un peu comme pour dire qu'elle est différente, disons, d'une génération qui a précédé, les années 60-70. Contagion, oui, et pour une raison bien simple aussi. En fait, si aujourd'hui, on le remarque en Afrique de l'Ouest, disons cette explosion, cette expression, ça y est aussi en Afrique centrale. Mais si ça ne s'exprime pas pour le moment en Afrique centrale, c'est parce que nous savons que c'était la zone principale où la dictature sévissait, dans tous les pays d'Afrique centrale. Dans le passé, nous avons toujours dit que l'Afrique centrale, c'est vraiment le terreau de la dictature. Et on fait ce qui nous permettait de faire la différence avec l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, l'Afrique de l'Ouest a explosé elle-même aussi. Et puis, voilà, on parle d'instabilité. Donc, je dirais plutôt les deux. Mais il y a autre chose qu'il faut souligner. Bon, moi, je me disais qu'à n'importe quel moment, ça pouvait éclater. Et par rapport d'ailleurs à ce que vient de dire mon collègue donc, qui a précédé, bon, moi, je me suis toujours posé la question suivante. Comment se fait-il que la France, qui a une longue expérience de l'histoire des relations internationales, n'a pas pu anticiper cette situation?
Parce que d'une façon ou d'une autre, la nouvelle génération africaine, disons, qui est en train de s'exprimer aujourd'hui, mais elle était déjà mobile sur les réseaux sociaux, mais également, je veux dire, dans les écrits, dans les différents canaux d'expression, elle était présente. Et quand on connaît effectivement les réactions, disons, des prédécesseurs de cette nouvelle génération, des présidents français aussi, c'est-à-dire que quand on voit donc effectivement ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, c'est-à-dire donc effectivement De Gaulle en 60, 58-60, quand on voit Mitterrand, disons, en 90, on s'accorde aujourd'hui à dire que le but visé par ces deux-là, c'est-à-dire que ce soit De Gaulle ou bien Mitterrand, c'était pas la démocratie, c'était pas l'indépendance. Le but visé, c'était effectivement d'adapter. Et ce que l'on peut constater aujourd'hui dans ce qui est en train de s'exprimer, c'est que tout simplement, la nouvelle génération des présidents français n'ont pas effectivement la hauteur, n'ont pas effectivement la capacité de management ou bien la capacité de stratégie des grands qui ont précédé. Eh bien, ça s'exprime comment? Parce que nous sommes en train de voir. Et je ne suis pas sûr, c'est mon avis personnel pour anticiper sur une question qui pourrait venir, je ne suis pas sûr qu'ils aient la capacité de maîtriser cette situation. Autrement dit, là, nous sommes au départ d'une nouvelle situation qui n'est pas, comme par le passé, initiée par l'ancienne puissance coloniale, mais qui est cette fois-ci initiée par l'opinion publique africaine. Oui, mais professeur, vous venez de dire que la France n'a pas pu anticiper ces situations. Mais ce qui s'est passé, par exemple, au Tchad, est-ce que ça n'a pas été un élément déclencheur, finalement, de tout ce vent qui est en train de balayer, finalement, l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que la France elle-même n'est pas vraiment impliquée? A posteriori, je pense que même Macron lui-même, quand il réfléchit, il aurait pu l'éviter, puisque aujourd'hui, ce qui s'est passé au Tchad est devenu le prétexte à tout. L'opinion publique dit, voilà, la France, je me rappelle, vraiment pour mémoire, je me rappelle, mon cher Christian, que nous l'avions souligné dans le débat qu'on a eu, dans l'interview qu'on a eu, en disant que ce que vient de faire la France risque d'avoir des effets incalculables. Incalculables comment? Aujourd'hui, donc, effectivement, je vais dire, disons, l'opinion publique africaine dit oui, la France soutient effectivement les coups d'État quand ça l'arrange. Nous avons tous entendu quand effectivement il y a eu le sommet de Montpellier, quand effectivement Macron un peu dans son esprit, on lui dit mais oui, vous souvenez derrière Macron dit où? Et bien rapidement on lui dit le Tchad. Bon, il y avait des notes, mais ils ont cité le Tchad pour le mettre en difficulté. Quand nous regardons le ministre malien des Affaires étrangères, il dit oui, la France soutient les coups d'État quand ça l'arrange. Non, c'était une bêtise. Je pense que c'est une bêtise. Et de la même façon que ce président pouvait être exploité par les dictateurs en place pour dire on peut y aller puisque la France soutiendra toujours, mais l'opinion publique est en train de faire la même chose. L'opinion publique et les putistes également sont en train d'exploiter cela. Et donc, avec ce geste-là, avec la décision de la France de faire ce qu'elle a eu à faire, donc Macron a eu à faire au Tchad, il a ouvert la boîte de Pandore et, je répète, je ne suis pas sûr qu'il puisse maîtriser cette situation puisqu'aujourd'hui, tout le monde l'exploite, tout le monde le dit, et vous avez suivi, effectivement, l'écrit de cet éditorialiste, disons de Marianne, qui dit il ne reste la France qu'à faire, disons, effectivement, ce meuble, que la situation est désormais pour eux. On s'accorde. Alors, à la force donc de faire les meubles, Diogène Seni Yenda, est-ce qu'on peut penser que ces coups d'État ont la même portée? Est-ce que tous ces coups d'État se justifient par la simple crise qu'il y a au Sahel ou bien il y a bien d'autres éléments derrière qui peuvent être pris en compte? Enfin, moi, je pense que la France, dans cette situation, est en train de payer, on va dire, les contre-coups ou encore les conséquences d'une géopolitique de la défaite. C'est-à-dire que en Europe, il y a eu historiquement deux types de géopolitique. Ce qu'on appelle la géopolitique du continent ou de la forteresse, c'est la Russie et l'Allemagne, qui ont voulu créer des espaces vitaux en Europe même. L'Allemagne s'est cassé les dents en 45-46. L'URSS s'est cassé les dents avec la fin de la guerre froide, la chute en tout cas du mur de Berlin. Et la France n'a pas tiré les conséquences parce que la France, son espace vital pour compter aux côtés de son allié, en même temps ennemi perpétuel et héréditaire, l'Allemagne, parce que la France n'a jamais fait le poids vis-à-vis de l'Allemagne.
c'est bien l'Afrique qui lui permettait de faire le contre-coup. Et il faut bien comprendre, la France est dans une espèce de déshérence parce qu'elle n'arrive pas à trouver d'autres alternatives si elle était amenée à quitter l'Afrique. Et c'est une question de vie ou de mort, de survie, ne serait-ce que pour la notion de puissance à la française. Alors donc, ces coups d'État sur le continent ont peut-être pas tous les mêmes causes immédiatement, mais on va dire de façon un peu plus structurelle, ont les mêmes causes. Les militaires dont on parle aujourd'hui, je rappelle que c'est, en tout cas pour l'Afrique francophone, c'est une loi de juillet 1900 qui a créé l'armée coloniale. Et en 60, lorsque on annonce la décolonisation, la France va donc dispatcher ses armées entre plusieurs pays, mais comme ces armées étaient déjà discriminatoires, et donc il y a des pays qui ont reçu un quota de militaires faible, d'autres plus, et donc à l'intérieur de certains territoires déjà, il y avait déjà des discriminations, on recrutait plus dans certaines régions que d'autres, donc les premiers coups d'État sont partis un peu par des officiers issus de l'armée coloniale en lien avec la France. Nous avons quand même affaire à une armée africaine qui s'est quand même considérablement transformée. On ne l'a pas vu venir. Quand vous voyez quand même des militaires qui ont écrit, qui ont publié des pensées, comme le chef d'État, enfin, comme celui qui a fait le coup d'État au Burkina Faso, on n'a plus affaire aux mêmes militaires. Donc, il y a une liberté intellectuelle en quelque sorte. Et donc, il y a une sorte de décolonisation des armées africaines qui se passe sous nos yeux parce que ces armées-là, ces militaires, ben, ils ont les WhatsApp, ils sont en lien avec la société civile, ils discutent avec les jeunes africains. Les Goïta n'a même pas 40 ans, il me semble. En tout cas, il est autour de la quarantaine. C'est l'enfant des Internets. Donc, on n'a plus affaire au même prototype d'Africains qui étaient liés à des réseaux, des parrainages, des écoles militaires françaises, etc., etc. Donc, il faut aussi prendre tout ça en compte pour comprendre que finalement, il y a une sorte de désobéissance des armées africaines vis-à-vis des puissances, et ça va peut-être aller beaucoup plus loin. Dans les zones d'Afrique centrale, il y a des surprises qui vont arriver, je crois. Alors, Maître Brice Nzamba, peut-on penser que la rupture entre l'Afrique et la France est en train d'être consommée, ou la France a encore les possibilités de rattraper peut-être Oui, mais moi, je pense qu'il ne faut pas être aussi optimiste. Hein. Voilà, parce que c'est bien de pouvoir tirer des faits qui se déroulent sous nos yeux, des considérations générales qui peuvent nous laisser croire que finalement la France va partir de l'Afrique. Je pense que c'est un frémissement, et comme tout frémissement, c'est encore fragile. Parce que il ne faut pas croire que la seule circonstance qui est des coups d'État actuellement en Afrique signifie pour autant qu'il y a des ruptures avec la France. Il y a des coups d'État. Moi, je pense que le seul coup d'État qui, à mes yeux, constitue une rupture géopolitique avec la France, c'est le coup d'État qui s'est déroulé au Mali. Hein, ça, il faut le dire. Parce oui, mais Maître Nzamba, dans le même temps, il y a quand même un sentiment anti-français grandissant. Ah oui, non, il faut faire la distinction entre l'opinion publique africaine et les élites militaires africaines. Moi, c'est la distinction que je vais faire. Au niveau de l'opinion publique africaine, la rupture, elle est déjà présente. Sur ces points, il n'y a pas... je suis tout à fait d'accord que la rupture est présente. Parce qu'il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux, il suffit de voir ce qui se passe sur le terrain, dans des manifestations de jeunes, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, même au Sénégal. Moi, j'ai été récemment au Sénégal et j'ai vu que là-bas, les jeunes sont de plus en plus attirés par les idées d'Ousmane Sonko, qui est plutôt patriote et qui est prêt pour pouvoir diversifier la coopération géostratégique du Sénégal. Donc, sur le plan des opinions, je pense que l'opinion publique africaine est prête pour une rupture. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des relais entre l'opinion publique et l'élite. Quand il y a des relais entre l'opinion et l'élite, en ce moment-là, les attentes, les aspirations de l'opinion deviennent effectives. Mais quand il n'y a pas de relais entre l'opinion, entre les aspirations de l'opinion publique et l'élite, en ce moment-là, on a juste une opinion qui est prête, mais l'élite n'est pas prête. Je lui dis pourquoi. Parce que vous avez remarqué le coup d'État qui a eu lieu au Burkina, c'était un coup d'État qui n'a pas eu les mêmes effets qu'au Mali. Donc, vous n'avez pas vu la CEDEAO, par exemple, monter au créneau et prononcer les mêmes sanctions contre le Mali. Vous n'avez pas vu la France monter au créneau
et faire tout le travail qu'elle a fait contre le Mali. Parce que la France… Oui, mais peut-être que la CEDEAO est en train d'attendre, comprendre exactement la position de ces poutistes. Oui, mais M. Perrin, il faut voir que la CEDEAO a réagi très vite pour le Mali. Voilà, parce que la France était à la manœuvre. Pourquoi? Parce que le Mali a inauguré une rupture géopolitique et géostratégique, notamment en signant un accord militaire avec la Russie et en faisant rentrer la Russie dans le précaré français. C'est la même chose que la RCA a fait. La République centrafricaine a fait rentrer la Russie dans le précaré français, ce qui fait que la France a tiré les conséquences contre la RCA. Mais quand vous prenez le Burkina Faso, pour l'instant, est toujours dans l'accord stratégique avec la France et n'a pas signé d'accord stratégique avec la Russie. Donc, ce qui fait que la France observe encore le Burkina et ne considère pas le Burkina comme étant sorti de sa zone d'influence. Donc, c'est pour cela qu'il faut, à mon avis, tempérer les ardeurs au niveau de ces coups d'État, parce que tous les coups d'État ne s'y ressemblent pas. Il y a des coups d'État qui sont faits à l'intérieur de l'influence française et qui demeurent dans l'influence française et qui, pour la France, ne constituent pas un problème. Voilà. Évidemment, si c'est le cas, mais quelqu'un disait que pour contrôler une population, sinon pour continuer à la dominer, il faut contrôler ceux qui leur parlent. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, évidemment, on n'arrive plus à contrôler ceux qui parlent à ces populations-là. Vous avez cité tout à l'heure déjà l'arrivée de l'Internet, des réseaux sociaux. Tout le monde s'informe maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus contrôler ceux-là qui parlaient à ces populations. Pour preuve, nous avons vu, évidemment, Kaboré être dans un dilemme où il se disait, bon, est-ce que je dois écouter mes pairs de la CEDEAO ou je dois écouter la population? Et face à cela, il a décidé probablement écouter la population. Monsieur Tella Mamabie, votre micro est fermé, est-ce qu'on peut l'activer? Monsieur Tella Mamabie, est-ce qu'on peut penser que finalement, au niveau où les choses sont arrivées, la France peut encore reprendre la main? Oui, je pense que la France peut encore reprendre la main, mais cela demandera une vraie métamorphose de la France. Parce que nous sommes jusqu'à présent, dans la politique française africaine, on n'a pas encore coupé avec le focarlisme, ce que j'appelle le focarlisme, c'est-à-dire l'idéologie de Focard, la conception du Focard. Et les gens comme M. Le Drian, qui est l'ancien qui est le ministre des Affaires étrangères, à mon avis, il est caricaturé pour moi dans cette perspective du Focard, de la politique de Focard, qui a consisté en fait à maintenir les pays africains, les pays africains francophones, dans une certaine soumission et une certaine domination où on a maintenant profité des ressources naturelles de l'Afrique. La France, dans l'idéologie de Focard, est dans un jeu à somme nulle. Zero-sum game, je pense que c'est ça la traduction, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que où la France vient en Afrique, où elle soutire pratiquement toutes les ressources naturelles du continent, enfin des pays francophones. Nous avons vu par exemple le cas dont on parle encore toujours aujourd'hui du CFA. Nous avons vu dans le cas au Congo-Brazzaville du pétrole, où il y a eu des accords entre le Congo et la France qui ne faisaient absolument pas aucun sens, où la France avait pratiquement 84% de la production pétrolière et le Congo n'avait que 13%. Je veux dire que ça a été la politique africaine de la France a été un jeu à somme nulle. Il fallait tout prendre chez les Africains. Et maintenant, pour que la France grandisse, pour que la France se développe. La balance commerciale de la France, pendant longtemps, elle a été déficitaire sans les pays africains. Avec les pays africains, elle a été excédentaire. Alors, on arrive à une situation où on a une croissance de population en Afrique, un grand nombre, aujourd'hui, quand vous regardez la population africaine, c'est la population la plus jeune au monde, et cela va continuer. En 2050, on dit qu'un quart de la population mondiale des plus jeunes sera en Afrique. 75% de la population de moins de 25 ans sera en Afrique. Donc, nous avons ces jeunes en ce moment qui sont là, qui ont un besoin d'avenir, un besoin d'un État des États qui soient beaucoup plus conséquents à leur donner des opportunités, des ouvertures. Et il y a en ce moment une poudrière en Afrique qui est prête à exploser parce que ces jeunes veulent obtenir
des gouvernements qui sont conséquents, et ces jeunes se rendent compte aujourd'hui que la politique française, que la politique de leur pays, et surtout dans les pays francophones, c'est là en fait pour servir les intérêts de la France, parce que la France, d'une certaine façon, indirectement, participe à placer des marionnettes dans les pays, dans ces pays où elle a de l'influence. Ces gens-là, ces dirigeants ne sont pas là pour faire l'intérêt ou se battre pour le besoin du peuple dont ils se devraient servir. Ils sont là pour se servir eux-mêmes. Et donc, par conséquent, ils ouvrent les portes pour servir les intérêts français. Et donc, une population africaine qui est marginalisée, qui n'a pas d'avenir, donc qui aujourd'hui est prête à exploser. Et donc, vu cette situation, les coups d'État politiques, les coups d'État que nous voyons en ce moment, c'est simplement une réaction en partie à cela, mais aussi le dénominateur commun que ces coups d'État ont, c'est un leadership déficient. Nous avons un leadership déficient au Mali, c'est pour ça que nous avons eu un coup d'État. La même chose au Burkina et la même chose en Guinée. Ou par exemple, si je ne sais pas si c'est le moment maintenant d'invoquer ça, je ne veux pas être trop lent, mais je veux simplement dire pour répondre à votre question que nous avons une société africaine, des jeunes Africains qui veulent travailler, qui ont moins de 25 ans, qui voudraient avoir des opportunités et n'ont pas de boulot. Les écoles ne fonctionnent pas dans la majorité de nos pays. Ils n'ont pas d'opportunités. Donc, ce que ça fait, c'est que ces gens-là deviennent une poudrière qui sont prêtes à exploser. En même temps, les gouvernants ne sont pas responsables. Les dirigeants, ils s'en mettent plein dans la poche. Quand vous regardez, par exemple, l'argent que certains de ces dirigeants ont dans les pays à l'extérieur, dans les paradis fiscaux, ce sont des milliards de dollars. On parle de milliards de dollars, de l'argent qui peut transformer l'avenir d'une nation. Et ces jeunes, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux informations que l'on banalise dans la rue, sont au courant de toutes ces situations et donc sont prêts, d'une certaine façon, à prendre le taureau par les cornes. Donc, je pense simplement que le dénominateur commun que nous avons dans tous ces pays-là, c'est le leadership. Nous avons un leadership déficient. Alors, un leadership déficient, vous avez dit, mais est-ce que par rapport à ce qui se passe entre le Mali et la France peut permettre désormais à la France de revoir sa stratégie, mais aussi sa politique africaine? Mais professeur Bankounda Pelé, est-ce qu'on peut penser également que la France aujourd'hui est victime de sa position condescendante? Merci pour la question. Je dis merci parce que c'est une question importante, d'autant plus que j'ai réfléchi et déjà publié là-dessus. Dans un papier, il y a deux ans, je disais exactement que la France paye la rançon de sa politique incohérente, disons, de plusieurs décennies. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle peut se rattraper? C'est un peu plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que justement, elle est discréditée. De temps en temps, d'ailleurs, une fois nous discutions, aujourd'hui, quand il se passe un coup d'État en Afrique, les Africains ont tendance à dire tout de suite que c'est la France. On voit la main de la France. De la même façon que tout ce qui se passe chez nous, on voit toujours la main du dictateur. Aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans tout pays africain, même quand c'est un coup d'État qui peut ne pas avoir effectivement, disons, l'initiative ou l'adhésion du pouvoir français, on dit c'est la France. Donc, oui, la France essaye, moi je pense, et je l'ai déjà dit, que le sommet de Montpellier, c'était un peu pour cela. C'était pour tenter de dire signer un nouveau départ. Mais nous avons tous vu les réactions. Hein? Les réactions au niveau de l'opinion publique africaine, c'était pour dire non, de façon globale, de façon générale, pas absolue. Donc, d'une façon ou d'une autre, la France sait qu'elle aurait du mal à se passer de l'Afrique, parce qu'effectivement, elle y épuise beaucoup. Mais comment faire? Moi, je pense que si elle veut avoir une petite chance de faire, il faut qu'il y ait des actions spectaculaires. Et les actions spectaculaires, c'est quoi? Il faut qu'elle prenne carrément position contre les dictatures. Pour ne pas dire qu'il faut qu'elle aille loin. Il faut qu'elle aille loin. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez, disons, les dirigeants africains en place, il y a des dirigeants symboliquement, disons, vus par l'opinion publique africaine comme étant effectivement l'illustration de la France-Afrique. Vous prenez le cas du Congo-Brazzaville. Si la France veut tenter de rattraper la situation, il faut qu'elle montre qu'effectivement, nous devons assurer un nouveau départ et être clair et direct. On a parlé d'introspection, mon collègue a parlé de ça, mais enfin, je le dis déjà depuis un petit bout de temps. Moi, je pense que la France a vraiment besoin autant de son introspection que de son mea culpa, en disant que nous nous sommes mal comportés en Afrique. Les Africains peuvent comprendre. Moi, je ne cesse de dire,
la grande majorité, pour ne pas dire l'absolue, disons, population d'Afrique centrale, des populations d'Afrique francophone, ont la culture française. Et ce n'est pas un hasard que, ben, effectivement, quand dans nos langues, quand on dit Poutou, on voit toujours la France. Alors que de nous-mêmes, nous savons que la France n'est qu'un pays parmi d'autres. Mais dans la culture, il y a un conditionnement. Donc, je pense que la réaction de l'opinion publique que nous sommes en train de vivre, là, disons ces derniers temps, donc je dis encore, je répète que la France aura du mal à la maîtriser parce que la France était forte, la France est forte quand il s'agit effectivement, disons, d'apprivoiser les dirigeants. Mais quand c'est l'opinion publique, c'est vraiment mission impossible. Je dis bien mission impossible. Et donc, quand je dis il faut qu'il y ait des initiatives ou des actions spectaculaires, je sais ce que je dis. Parce qu'en menant des actions spectaculaires, en faisant son introspection, en faisant son mea culpa, elle a une petite chance effectivement de se faire comprendre par cette opinion publique-là. Ça, c'était pour répondre à votre question, mais j'aurais voulu ajouter, mais disons très rapidement, mon point de vue effectivement sur trois questions qui ont été soulevées, notamment sur la nature des coups d'État. Je dis ceci. Je pense qu'on s'accorde pour dire que tous ces coups d'État n'ont pas la même nature. Quand on prend le coup d'État, disons, du Mali, du Burkina Faso, pour prendre le dernier, moi, j'assimile le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso le 24 à celui qu'il y a eu, disons, au Mali en 2012 avec le capitaine Sanogo. C'est-à-dire que c'est l'aveu de l'incapacité de l'État à résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est l'aveu des États fragiles. Donc, quand vous regardez ce qu'on a reproché, effectivement, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le coup d'État le plus imbécile. Enfin, c'est parmi les coups d'État les plus imbéciles d'Afrique. Parce que le capitaine Sanogo fait son coup d'État alors que, disons, le président Toumani Touré a déjà épuisé ses 2 mandats et il dit que je ne briguerai pas un deuxième mandat. Et on était à moins de 3 mois de la présidentielle. Donc, franchement, c'est un coup d'État qui n'avait aucun sens. Et l'argument invoqué par le capitaine Sanogo et ceux qui l'accompagnaient, c'était lequel? C'était pour dire que, le général Toumani Touré est incapable, effectivement, de résoudre les rébellions qu'il y a, disons, dans le nord du pays. Et quand vous reprenez ce qui est reproché, disons, au président Kabore, c'est la même chose. Donc, nous avons là des coups d'État dont l'argument s'explique autant par la fragilité ou l'incapacité de l'État, effectivement, à résoudre les problèmes, c'est-à-dire donc le sous-développement, pour parler, disons, pour user d'un raccourci, mais également de l'opportunisme des militaires. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme dans ce que les militaires sont en train de dire. Et c'est là qu'il faut relativiser la notion de nouvelle génération, disons, des militaires. Moi, je n'y crois pas trop. Parce que c'était déjà l'argument invoqué dans les années 60-70 quand il y a eu des coups d'État. Je m'avance à plus loin, c'était pour effectivement dire comment je... Alors, Maître Nzamba, est-ce que réellement ces présidents évincés par les coups d'État ont été tous incompétents ou bien c'est leur compromission avec la France qu'ils ont fini par payer ce prix? Alors, moi, je pense qu'il faut relever surtout l'incompétence. Hein. Il faut relever l'incompétence. L'incompétence vue par ceux qui les ont déposés, mais aussi par l'opinion publique. Voilà, parce que c'est d'abord l'opinion publique qui a commencé par les manifestations récurrentes à interpeller les autorités civiles sur la nécessité d'assurer la sécurité du territoire. Voilà, c'est d'abord ça. Et lorsqu'il y a eu des manifestations... Mais est-ce qu'ils en avaient vraiment les capacités d'assurer cette sécurité-là? Ils avaient du matériel? Alors, la France était à leur côté. Ils ont tout de même signé un accord militaire avec la France, précisément, pour avoir une livraison de logistique, d'avoir la possibilité d'assurer un bon renseignement et de pouvoir intervenir, avoir une capacité de projection sur tout le territoire national. Donc moi, je pense qu'ils n'ont pas d'excuses sur ces points, hein, parce qu'il y avait, au niveau de soit ils n'ont pas été en mesure de pouvoir imposer à la France de pouvoir respecter effectivement cet accord, et donc ça montre encore une forme d'incurie, hein, puisque quand on signe un accord, il faut en exiger l'exécution. Ils n'ont pas été en mesure de le faire, raison pour laquelle les populations ont tout de suite compris que cet accord à la vérité, ne résolvaient pas leurs problèmes, puisque il y avait toujours des massacres, des incursions des djihadistes qui massacraient. Vous vous rappelez, au Burkina, il y a eu près de 59 gendarmes qui ont été massacrés après une incursion des djihadistes. Donc tout ça pour dire
qu'un accord militaire a été signé avec la France, que ce soit au Mali comme au Burkina Faso et d'ailleurs même le Niger, mais cet accord militaire qui devrait permettre à ces États de se renforcer militairement au niveau de la logistique, de se renforcer au niveau du renseignement et de se renforcer puisque la France devait former les militaires et leur permettre d'être opérationnels sur le terrain. Mais on a remarqué que sur le terrain, ce n'était pas efficient. Donc, les populations, comme elles interpellaient les autorités sur ces points-là, il y a eu des militaires qui ont cru qu'ils pouvaient être en accord avec les attentes des opinions publiques et faire le coup d'État pour avoir le soutien des opinions publiques. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense que véritablement, il y a eu une carence. Il y a eu une carence des autorités civiles et cette carence a donné un prétexte aux militaires qui certainement sont opportunistes. Hein. Là-dessus, on ne peut pas ne pas le dire. Ils ont profité de l'impopularité des autorités civiles auprès de l'opinion publique pour faire leur coup d'État, pour que leur coup d'État soit populaire auprès de l'opinion publique. Donc, ils ont réussi leur coup. Donc, sur ce plan, c'est pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il y a une incompétence des autorités civiles. Alors, la question de la compromission avec les autorités françaises, moi, je pense que pour l'opinion publique considère que l'accord militaire avec la France n'est pas efficace. À partir du moment où cet accord n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'il ne résout pas le problème de la sécurité territoriale, il est peut-être nécessaire d'envisager d'autres accords sécuritaires avec d'autres puissances. Donc ça, c'est une possibilité que l'opinion publique offre aux militaires qui prennent le pouvoir. Maintenant, il appartient aux militaires soit de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir signer d'autres accords militaires avec d'autres puissances, en l'occurrence la Russie, soit ne pas le faire. Au Burkina, pour l'instant, ils n'en sont pas encore là et le Mali a franchi le Rubicon. Le Mali a franchi le Rubicon, ce qu'ont d'ailleurs la France ne semble pas jusqu'à maintenant gober. C'est un peu difficile. Nous avons suivi d'ailleurs les réactions, mais surtout de ceux qui veulent se présenter à la présidentielle prochaine. Nous y reviendrons. Mais Diogène Seni Yenda, je rappelle que vous êtes président de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Ici, on parle des accords militaires passés entre la France et certains pays africains. Et dans ces accords, il nous a été révélé cette fois-là, c'est par le ministre malien qui disait, ils avaient constaté, donc quand ils ont essayé d'analyser, ils ont regardé ces accords, ils ont constaté que finalement, dans ces accords, il arrivait que l'armée française interdise aux soldats maliens de franchir certaines limites, c'est-à-dire d'explorer certains espaces, et même l'espace aérien leur était interdit. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est quoi, j'allais dire, cette complaisance, ou est-ce que c'est dû à l'incompétence? Comment est-ce que ces chefs d'État pouvaient-ils signer, par exemple, de tels accords? Bon, je pense que c'est une question rhétorique. Est-ce que le Premier ministre malien ou les autorités maliennes ont découvert ça maintenant? L'une des caractéristiques du néocolonialisme… Au moins celles qui sont là, les autorités qui sont là viennent de le dire tout haut. Oui, bien sûr, mais c'est pour cela qu'on dit qu'il y a des limites qui ont été franchies et ils osent parler maintenant. La plupart d'entre eux n'étaient pas hors système. La plupart d'entre eux, c'était des anciens ministres, des militaires des hauts gradés. C'est pour cela que lors de la première émission, je disais que nous avons une sorte de victoire culturelle. Demain, vous aurez d'autres pays africains où les autorités vont vous dire que nous avons découvert ça. Non, la nature même des accords entre la France et les anciennes colonies sont des accords, comment on appelle ça, léonins, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, les APE c'est pareil, sur le franc CFA, etc., etc. Simplement, les autorités maliennes ont franchi là une limite, des réserves qu'ils avaient parce que pays dominés, pays néocolonial comme le Congo, comme le Gabon, comme le Cameroun, etc., n'osaient pas dire. Aujourd'hui, ils osent le dire. C'est pas des nouveautés. C'est de bonne guerre d'ailleurs. Je pense que c'est pour aussi permettre de donner le change à une opinion malienne qui est de plus en plus remontée, qui cherche des résultats et qui explique tout ça. Bon, maintenant, si on regarde simplement la question des résultats, puisque on parle d'incurie, on parle d'incompétence des autorités africaines à faire face aux problèmes de sécurité. Mais est-ce que nos armées ont été créées pour faire des guerres dans les frontières, etc., etc. Même Mobutu, qui prétendait avoir l'armée la plus efficace, par 2 fois, il a dû faire appel aux parachutistes français. Tout le monde se rappelle de Kolwezi, etc. Donc, nous avons des pays qui sont en fait des États qu'on appelle
des proto-nations. Je l'emprunte à Jean Ziegler, Albert Roger Massema dans le livre Congo, Brazzaville, je crois, le sang et le pouvoir, etc., sur les éléments de la conférence nationale, reprend la même expression. Nous avons des proto-nations. C'est quoi une proto-nation? C'est même pas une nation en formation, c'est même pas une nation achevée, pervertie. Simplement, c'est une espèce de solidarité rudimentaire qui gouverne les États africains au service, on va dire, des intérêts extérieurs, s'appuyant sur une élite locale qu'on appelait jadis une élite comprador, etc., etc. Donc, nous avons véritablement affaire à des armées qui ont été bâties sur le modèle colonial. Je crois que vous le savez très bien, les armées africaines font plus peur aux populations africaines qu'elles ne protègent les frontières. Donc, aujourd'hui, elles sont confrontées aux vrais problèmes de combat au niveau des frontières. Elles n'arrivent pas tout simplement. Ces armées ont été sous des armées prétoriennes pour protéger les régimes, pour protéger les systèmes. Donc, c'est comme les milices coloniales. Les milices coloniales ont été là pour protéger le système colonial et non pas pour assurer la quiétude des populations africaines sur lesquelles la France exerçait une certaine autorité, une certaine gouvernance. Donc, je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Les États africains, on ne peut pas traiter des armées africaines en dehors de la question de l'État africain. L'État africain est un État néocolonial. Les armées africaines, les administrations africaines, avec leur mimétisme au niveau juridique, au niveau économique, au niveau monétaire, au niveau militaire, sont dans une logique normale. Qu'est-ce qu'on apprend du Mali que l'armée malienne n'arrive pas à assurer sa sécurité au niveau des frontières? Quand nous nous rappelons par exemple la guerre du Biafra, quand le Nigeria a été confronté au problème du Biafra, la France est passée par le Gabon, est passée par le Cameroun pour pouvoir embêter les autorités nigériennes. Le Nigeria, tout colosse qu'il est, a eu du mal à venir à mettre fin à la guerre du Biafra. Donc, fondamentalement, il faut revenir à une chose. Est-ce que nous avons des armées qui sont susceptibles ou bien qui sont à la hauteur des États souverains? On n'a pas ces armées-là, y compris pour évidemment, la question est bien posée. Est-ce que nous avons les armées capables de protéger, de sécuriser les populations africaines? C'est la question qui vient d'être posée. Telama Niabe, vous avez entendu dire Josène Seni que les armées africaines, mais je pense que désormais, il y a quand même une armée qui tente un peu de défier l'Occident, c'est l'armée malienne, s'il faut le dire comme ça, qui malheureusement, si c'est pas l'armée, mais au moins il y a des jeunes Maliens qui aujourd'hui tentent de défier la puissance coloniale, s'il faut le dire comme ça. Et malheureusement, nous avons vu la CEDEAO imposer des sanctions contre un pays, j'allais dire, qui tente de se démarquer de ce carcan, finalement. Et au départ, quelqu'un a dit ces sanctions, finalement, avaient déjà été annoncées par Paris, s'il faut dire ça comme ça. Et la CEDEAO est venue en sorte entériner ces sanctions. Mais ce qui est curieux dans ces sanctions, et vous l'avez probablement constaté, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin. Il y a même des sanctions qui, en réalité, ne figurent pas dans la charte de la CEDEAO. On arrive à suspendre tous les échanges économiques avec ce pays, on ferme les frontières, l'espace aérien, et jusqu'à aller geler les avoirs d'un État. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude de ces organisations dites internationales ou de la sous-région à se comporter, j'allais dire, en criminel, parce que finalement, ces sanctions ne vont pas peser sur les autorités maliennes, elles encore peuvent s'en passer, mais c'est beaucoup plus la population qui risquera de subir. Est-ce que ce n'est pas là des actes criminels? Bon, je crois que, M. Perrin, dans votre questionnement, vous avez déjà établi le manque de crédibilité de la CEDEAO comme structure, qui est en fait deux poids, deux mesures, qui agit différemment par rapport à une situation, qui prend des sanctions, ou au moment où elle ne devrait peut-être pas prendre des fonctions, qui n'est pas capable de fonctionner de manière logique et consistant à un certain nombre de règles. Mais donc, pour moi, la CEDEAO, comme la majorité de beaucoup de nos structures africaines, je ne donne pas trop de crédibilité à la CEDEAO. Et par contre, je voudrais revenir sur un élément qui, à mon avis, est important. C'est, je crois, je ne sais plus qui a dit là, tout à l'heure, dans les interventions des uns et des autres, que les militaires ont fait preuve peut-être d'opportunisme. Je crois que c'est le mot que j'ai entendu ou je n'ai pas trop bien compris. Mais moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette situation des militaires. Pour moi, dans les trois cas,
les militaires que sont en fait les gens, enfin ceux qui ont pris la junte, ceux qui ont pris la charge de ces pays sont, à mon avis, ils ont fait ce qu'ils devaient faire en tant que armée qui doit se comporter d'une façon républicaine. Pourquoi je le dis? Prenons par exemple dans le cas du Mali. Dans le cas du Mali, c'est l'incapacité du gouvernement malien à faire face à l'intrusion djihadiste qui fait de telle sorte que, à un moment donné, l'armée est allée au front pour combattre. Et pendant qu'elle est en train de combattre, d'abord, il faut prendre le cas que IBK, donc Ibrahima Boubacar Keïta, est élu pratiquement un plébiscite avec 80%, 77%, 80% des voix, donc un plébiscite, sur la base de rétablir la paix et la sécurité en 2013. Et quand il arrive en 2013, IBK, le budget qui est assigné à l'armée est augmenté de 400 millions de francs, de 400 milliards de 400 milliards de francs CFA à 120 milliards de francs CFA. 120 milliards de francs CFA afin de faire face à l'incursion djihadiste dans le nord du Mali. Malheureusement, que se passe-t-il? Tout cet argent qui a été débloqué est en fait détourné par les dirigeants en place. Ça peut être je ne sais pas exactement qui l'a fait, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que l'argent est totalement détourné. Donc, les soldats maliens se retrouvent face à un ennemi qui, à ce moment-là, était quand même assez alimenté en termes d'armes, les djihadistes, puisque ce sont les djihadistes qui sont venus de chez les Kadhafi, qui avaient des armes venant de la chute de Kadhafi, et donc ces gens-là étaient extrêmement équipés. Donc les militaires maliens étaient dans l'incapacité de défendre leur territoire. D'accord, on a fait appel à la France, mais on peut revenir sur le fait qu'il y a des questionnements qu'on peut avoir. Vous avez tout à l'heure dit qu'il y a des parties où le gouvernement français interdisait aux soldats maliens de faire face à un certain nombre de choses. Donc, nous arrivons dans une situation où les Maliens, les militaires maliens meurent de manière pitoyable, ils sont assassinés. En dehors de ça, on constate au sein de la société malienne une corruption endémique des structures gouvernementales. Donc, une corruption endémique des structures gouvernementales, l'argent qui était associé pour les défendre, pour acheter les armes, pour acheter les tanks et tout ça, ça a été détourné par les dirigeants. Que font-ils? Ils sont d'une certaine façon obligés de prendre les choses entre les mains. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a eu nécessité de faire un coup d'État. Ils étaient dans l'obligation de faire ce coup d'État. Moi, j'applaudis le colonel Goïta pour avoir justement pris le taureau entre les cornes dans son pays. Et j'aurais souhaité que dans d'autres pays, comme le Congo-Brazzaville, il y ait eu des militaires qui soient capables de faire pareil. Prenons le cas de la Guinée. Dans le cas de la Guinée, que se passe-t-il? Le troisième mandat encore. Alpha Condé abuse de sa constitution en violant la constitution et en mettant un troisième mandat. Et pendant tout ce temps-là, que se passe-t-il? Il y a des manifestations dans les rues, les forces gouvernementales se mettent à massacrer des jeunes dans les rues afin de s'opposer à ces révoltes, à des gens en fait qui viennent pour demander que la Constitution soit respectée, que le bouquin le plus sacré, le livre, enfin le document le plus sacré d'un pays est violé, comme ça s'est fait au Congo-Brazzaville, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire, etc. Et donc, en dehors de ça, pendant que Alpha Condé est là, qui n'a pas en fait été un président conséquent, qu'est-ce qu'il y a eu? Le chronisme, le clientélisme, le tribalisme, la gabégie financière, etc. Et il y a un militaire, dans le colonel Doumbouya, qui prend la charge de ce pays et qui met fin à cette violation de ce coup d'État militaire et prend les rênes entre les mains pour essayer de remettre le pays, la Guinée, et même dans le Mali, sur les rênes du développement. C'est ce qui se passe. La même chose au Burkina Faso, c'est plus ou moins la même chose qui se passe, où le gouvernement est déficient, le gouvernement n'arrive pas à protéger le territoire est pratiquement partagé en deux. Les djihadistes tuent, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des civils, ils tuent les militaires. Même les militaires n'ont pas les moyens de manger. Ils sont obligés de faire de la chasse. Ça a été reporté dans les réseaux, dans les news. Ils sont obligés d'aller chasser pour manger. Donc, encore une fois,
un gouvernement déficient ou des gens qui sont des officiers qui sont là et voient des amis ou bien qui mourir, à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. Et donc, il fallait prendre maintenant le contrôle de ces pays et donc la nécessité du coup d'État. Moi, je pense que dans ces 3 pays, comme dans certains pays, le coup d'État est indispensable, il est nécessaire. Parce qu'il faut la force maintenant pour pouvoir changer les choses. Donc moi, je n'appellerais pas ces hommes qui ont pris le pouvoir comme des opportunistes. Au contraire, pour moi, je pense que ce sont des gens, c'était une obligation, ça a été une nécessité pour ces dirigeants, pour ces militaires, de prendre la charge. Maintenant, ils doivent avoir une période de temps pour essayer de ramener ces pays-là, les pays dans lesquels ils sont sur une certaine ligne de développement. Bon, ça, on en reviendra un peu, je ne vais pas être trop long. Donc, je pense qu'il faut... Alors, donc, vous avez dit, ça a été nécessaire pour les soldats de prendre leurs responsabilités, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais en face d'eux, ils rencontrent finalement la CEDEAO. Félix Bakounda-Pelé, vous êtes, je rappelle, consultant, juriste, politologue et constitutionnaliste. Lorsque tout cela se passe, violation des droits de l'homme, confiscation de l'alternance politique, violation de la Constitution, vol, détournement, corruption, on affame les populations entières, la CEDEAO n'est jamais là. C'est quand quelques soldats se disent, écoutez, il faut mettre terme à cela, que la CEDEAO, alors cette fois-là, monte au créneau, mais avec ce que nous sommes en train d'assister, par exemple, au niveau du Mali. Question ? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce qu'on peut parler là d'un bras de la puissance coloniale, finalement, déguisée en une organisation sous-régionale? Oui, merci pour la question, mais je vais réagir un peu sur la question d'opportunisme de l'armée. Je pense que c'est moi qui ai soulevé la question, mais il ne faut pas généraliser. J'ai parlé de l'opportunisme en ce qui concerne le Burkina Faso dernièrement, mais moi-même, j'ai déjà dit ce que mon collègue vient de dire. Dans le cas de la Guinée, c'est clair et net. L'armée est venue réguler une situation qui était causée par le président Condé. Donc, on s'accorde sur ça. Elle rencontre aujourd'hui la CEDEAO. Parlons-en. Oui, CEDEAO. J'en viens parce que moi-même, j'ai déjà critiqué cela. Donc, une part de l'opportunisme de l'armée, ça existe. Parce que je vais dire ceci. Mais le président qui est là, il donne des ordres. Et il y a des militaires. Donc, moi, je veux bien dire qu'il y a des détournements, qu'il y a la corruption, ce qui est vrai. Mais n'oublions pas que tout civil recourt aux autorités militaires pour effectivement avoir, je vais dire, à peu près des orientations, des conseils, tout cela. Et je ne cesse de répéter cela. L'armée, c'est une structure particulière dans la plupart de nos États. Pourquoi c'est une structure particulière? Parce que quand on est passé par une dictature comme celle du Burkina Faso et demain du Congo, mais en fait, quand le pouvoir nouveau arrive, il n'a pas la maîtrise de la structure militaire. Mais on peut le dire sur d'autres domaines, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, le pouvoir nouveau qui arrive porte en lui les difficultés ou disons en quelque sorte les mines semées par le pouvoir sortant. Moi, oui, mais simplement parce que ce ne sont pas des armées, ce sont plutôt des milices. Des milices. Oui. Qui jurent fidélité à un homme et non défendre une nation. Et tout à fait. Sur ce point de vue, ça tient. Parce que qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? La caractéristique d'une dictature ou d'un régime despotique, c'est qu'il, en quelque sorte, disons, détruit l'État. Il atrophie l'État. Et donc, ce n'est pas un hasard que dans la plupart des pays où la dictature a perduré, je parle, disons, de la RDC, l'ancien Zaïre, de la Libye, de l'Irak, que quand, en quelque sorte, disons, le dictateur s'en va, l'État s'effondre. Mais l'État s'effondre pourquoi? Parce que la première des choses que fait un dictateur quand il est là, c'est d'abord et avant tout de détruire l'État de telle sorte que l'État, ce soit, nous connaissons tous l'expression, l'État c'est moi. Donc, voilà la difficulté dans laquelle se retrouvent effectivement des pouvoirs nouveaux. C'est-à-dire que le pouvoir arrive, mais il n'a pas le contrôle. Donc, moi, je ne serais pas surpris. L'autre jour, je racontais que dans le cas, par exemple, disons, du Burkina Faso, qu'est-ce qu'on nous dit? D'ailleurs, mon collègue l'a cité également pour le Mali, qu'en fait, la plupart des présidents qui sont arrivés civils ont même multiplié, dans le cas du Tchad, mais je ne peux pas le vérifier, je rapporte ce qui a été dit, que le président qui était là a multiplié le budget de la défense par 5. Qu'est-ce qui fait que... Et d'ailleurs, on dit que
chaque fois dans ce qu'on appelle la loi de règlement, c'est-à-dire qu'on vote une loi, on dit ceci pour le budget, et puis après, à la fin, effectivement, de l'exercice budgétaire, effectivement, on essaie de vérifier la conformité de l'exécution du budget par rapport aux prévisions. Et ce qui a surpris pour le Burkina Faso, c'est que beaucoup d'argent qui avait été donné pour la défense, n'avait pas été utilisé. Et quand on entend que, certains militaires étaient obligés de chasser pour se nourrir, mais ça pose quand même un problème. Comment se fait-il que la loi de règlement vient confirmer que l'argent donné pour l'exercice budgétaire a été excessif et qu'en même temps, on dit que les militaires... Donc, il y a quand même là, disons, un dysfonctionnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous n'avons pas, je veux dire, disons, des certitudes sur bon nombre de choses. Hein. Bon, je ne pense pas personnellement que l'on puisse justifier, l'on puisse retenir l'argument de l'incompétence. Maître, nous avons dit incompétence, moi j'étais en train de me demander incompétence des militaires ou du pouvoir civil. Parce que ça également, on peut le démontrer pour disons, les autorités militaires elles-mêmes. Bon, moi j'ai tendance à dire que le problème ici, c'est de retenir l'exclusivisme, la responsabilité du pouvoir politique. Je pense qu'il y a également l'irresponsabilité des autorités militaires, et c'est dans ce contexte-là que je parle d'opportunité pour dire qu'il faut faire attention. Hein. L'incompétence des militaires est là, l'incompétence du pouvoir politique est là, mais bon, écoutez, les militaires en profitent pour dire non, nous ne sommes pas responsables, c'est le pouvoir civil seul qui est responsable. Voilà ce que je veux dire effectivement pour nuancer sur cette question. Et en fait, je pense qu'il faut faire la différence à cet égard entre, par exemple, la question malienne. Sur la question malienne, on s'accorde. Sur la question, disons, la Guinée, on s'accorde. Qui sont venus réguler une situation. Sur la question, disons, du Burkina Faso, moi, je serais beaucoup plus réservé. Et c'est pour ça que je disais que je rapproche à peu près le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso par rapport à celui qu'il y a eu au Mali. Je disais bien en 2012, pas dernièrement, en 2012, en comparant effectivement l'avènement, la réaction des militaires par rapport à celui du capitaine Sanogo en 2012. J'en arrête là pour revenir donc à la question. Qu'est-ce qui justifie, vous me disiez donc, l'attitude de la CEDEAO? Bon, j'ai déjà moi-même beaucoup critiqué, disons, l'action de nos organisations panafricaines ou, disons, panafricaines ou sous-régionales. Pourquoi? Bon, premièrement, je constate qu'elles sont sous le contrôle des dirigeants africains et les dirigeants africains eux-mêmes, disons elles-mêmes, dirigeants africains même sont sous le contrôle, disons, de l'ancienne puissance coloniale. Et nous le marquons clairement en ce qui concerne, par exemple, l'Union africaine. L'Union africaine est le plus souvent inerte quand il y a les coups d'État constitutionnels. Nous l'avons déjà dit et répété. Et que je constate que c'est une grave responsabilité. Nous avons expliqué pourquoi, effectivement, les coups d'État constitutionnels se sont multipliés ces derniers temps. Mais tout simplement parce que ça a été inauguré au Congo et au Burundi à ce moment-là. L'Union africaine n'a pas réagi comme il le fallait, alors que ça fait partie du droit communautaire, c'est-à-dire donc effectivement de la charte africaine. Et si l'Union africaine n'a pas réagi au coup d'État constitutionnel, n'est-ce pas parce que la France avait permis cela ou avait cautionné cela, parce que nous avons encore souvenance de ce que disait François Hollande, que le président Sassou a le droit de consulter sa population, et ce petit déclic avait vraiment tout mis en désordre en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. Juste cette petite phrase avait dopé le système. Je répète, pardon, Christian. Bon, d'abord, si nous prenons cet élément, ce n'est pas le cas pour le Burundi. Hein. Pour le Burundi, la puissance extérieure, je veux dire, la Belgique ou la France n'étaient pas intervenues. Donc, pour le cas du Congo, mais après, il y a eu ce vent. Il y a eu ce vent là où, voilà, ça a balayé l'Afrique. C'est-à-dire que moi, ce que je refuse, c'est de tout justifier par la France. Franchement, moi, je me dis... Non, mais ce que nous citons là, c'est quand même... Ça, c'est réel, c'est vérifiable. Là. Nous le savons que François Hollande, au moins, a prononcé... Ah ben oui, le 21 octobre 2015... Ce qui fait que finalement, l'Union africaine, qui en bonne partie est subventionnée par l'Union européenne, la CEDEAO, c'est pareil, ne peut pas marcher sur les œufs, comme qui dirait. Oui, je suis d'accord, on s'accorde, bon, mais c'est peut-être individuel. Bon, moi, vraiment, je me refuse à ce que quelqu'un puisse me dicter la règle au nom du principe qu'il me nourrit. Bon, mais bon, voilà, c'est peut-être une erreur. Mais moi, je n'arrive pas à accepter l'argument de la France qui dicte et qui dit que moi, si je pense que si on est dirigeant
et qu'on sait quelle est la mission, quel est le rôle d'un président de la République, si on n'est pas capable parce qu'on subit des pressions, on démissionne, c'est une alternative. Mais professeur, lorsque vous parlez de président de la République, vous faites allusion à quoi exactement? Est-ce qu'en Afrique, on peut parler vraiment des présidents de la République? Je parle là d'un point de vue de la loi constitutionnelle. Si vous voulez maintenant sur la réaction, on peut effectivement discuter. Hein. Bon, je l'ai déjà dit. Du point de vue du droit, on appelle président de la République, mais bon, je pense que si on devait être réaliste, c'est-à-dire si on devait voir les choses dans les faits, on peut faire état tout simplement, disons, de chef d'État. C'est pour dire qu'effectivement, un chef d'État n'est pas forcément élu, mais un président de la République est élu. Mais bon, je vais dire ceci. L'attitude consiste à dire que c'est la France. Je pense que ça nous joue un sale tour et ça favorise les dictateurs. Moi, je me dis, ceux à qui les dirigeants africains ont à rendre compte, ce sont les peuples. Si on se rend compte que on n'a pas les moyens, et c'est vérifié dans l'histoire universelle, si un dirigeant n'a pas les moyens de faire sa politique, il démissionne. Et donc, moi, si les dirigeants africains ou les dirigeants, disons, de nos organisations sous-régionales ou panafricaines justifient, ou même quand ils disent c'est parce que la France leur a dit, moi, je dis non, ils sont complices. C'est parce qu'ils ont des intérêts communs. Donc, moi, je repousse cet argument-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des précédents qui ont fait que, à un certain moment, en quelque sorte, on parlait effectivement de la boîte de Pandore qui était ouverte, effectivement, pour les questions, disons, des coups d'État constitutionnels. Mais c'est la même chose aujourd'hui pour la question des coups d'État. Donc, moi, je dis, il y a une responsabilité lourde des dirigeants de nos États et également de nos organisations unitaires qui, par leur inconséquence, effectivement, justifient la situation que nous déplorons aujourd'hui. Vraiment ce que je peux dire. Mais oui. je peux le prolonger en disant ceci. Au fond, la question fondamentale, c'est laquelle? Moi, je dis que ces coups d'État au grand jour signent l'obsolescence du président africain, du modèle présidentiel français. Voilà ce que l'on va dire, mais je le développerai. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, nous constatons, mais nous le déplorons, nous répétons la même chose. Les présidents, du point de vue constitutionnel, mais on peut dire, en disant les chefs d'État africains, en fait, n'ont pas les mains libres. Les dirigeants de nos organisations sous-régionales ou panafricaines n'ont pas les mains libres. Aujourd'hui, on doit se poser la question suivante. À quoi ça sert? Si on fait le constat, qui n'est pas faux, qu'effectivement, les responsables de ces organisations subissent la pression, disons, de l'ancienne puissance coloniale et qu'ils ne font que répercuter, comme ça s'est vérifié, effectivement, pour ces cas que nous venons de citer. Rappelons que, alors j'étais en dessus des informations, est-ce que c'est aujourd'hui ou hier qui se sont réunis, disons, au niveau de l'Union africaine, et qui sont condamnés les derniers coups d'État qu'il y a eu. Mais écoutez, moi, quand je me rends compte que les mêmes qui ont condamné, c'est ceux qui ont fait des coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire Ouattara, Sassou Nguesso et bon nombre d'autres, mais là, on est quand même dans le cinéma. Donc, je développe peut-être, mais ce que je dis, et ce que l'on peut constater aujourd'hui. Oui, évidemment, on va donc passer la parole aux autres. On est resté longtemps sur cette question. Alors, oui, professeur. Ce que ça démontre aujourd'hui, c'est que ces coups d'État, mais la situation générale du moment que nous vivons, signe l'obsolescence du modèle présidentiel africain, mais également de nos organisations panafricaines. Et je pense que ce qu'il faut faire, s'il doit y avoir une initiative, c'est de dire, écoutez, repartons de zéro, mais je développe après pour laisser la place. Est-ce que le problème se pose justement au niveau seulement de la hiérarchisation, c'est-à-dire des pouvoirs des pays africains, ou bien c'est tout un système qui est corrompu comme ça, un système que la France a mis en place, Maître Nzamba? Oui, bon, alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut rester juste. Il faut rester juste. Quand je dis qu'il faut être juste, il faut être mesuré dans l'analyse des faits qui nous sont soumis. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, je disais la dernière fois que le général de Gaulle, dans son livre Mémoire de guerre et Mémoire d'espoir, disait que je ne conçois pas la France sans la grandeur. Je ne peux concevoir la France que jouant un rôle de premier plan sur la terre. Donc, ça veut dire que pour les dirigeants africains, les dirigeants français qui s'inscrivent dans la pensée gaulienne, la France ne peut être France que si elle a une certaine grandeur. Or, la grandeur de la France dans leur conception, c'est précisément d'avoir l'influence et la même mise sur son précaré francophone. Donc, c'est pour eux, c'est consubstantiel à la politique internationale française. Donc, ce que la France fait
ou sa politique en Afrique francophone, moi je dirais que c'est de bonne guerre dans leur vision de la puissance de la France et de la projection de cette puissance. Donc nous ne pouvons pas nous dire simplement la vision de la domination, c'est cela? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout État, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, le principe de l'État, c'est la puissance. Hein, il n'y a que nous qui ne comprenons pas ça. Nous croyons qu'un État, ce n'est qu'un territoire, une population et puis un pouvoir public, on s'arrête là. Voilà. C'est pas un État. Le principe de l'État, c'est acquérir la puissance et la projeter sur le plan international. Donc la France, ce que la France fait, la France reste fidèle à sa doctrine, qui est une doctrine héritée de Gaulle. Donc moi, je pense que on ne peut pas, si on veut être efficace sur le terrain, on ne peut pas tout simplement reprocher à la France ce que la France fait. La France, elle défend ses intérêts. Alors, la question qui se pose, c'est plutôt au niveau des élites africaines. Quelle est la vision de puissance que les élites africaines ont et que ces élites veulent donner à leurs États pour que ces États deviennent puissants et se projettent aussi sur la planète? C'est ça la question. Donc, on ne peut pas. Moi, je pense que nous devons plus faire notre propre autocritique et c'est dire que nous avons accepté une situation qui arrange nos élites. La réalité, c'est celle-là. Parce que nos élites, cette situation dans laquelle la France a le premier rôle, arrange nos élites. Parce que ça leur permet de pouvoir dealer avec la puissance française, d'avoir un territoire sur lequel ils exercent leur influence et pouvoir récupérer certains prébendes, s'enrichir au détriment des populations. Donc moi, est-ce que ces élites-là ne le font pas suite, bien entendu, à tout ce qu'ils ont déjà vécu, à l'expérience qu'a vécu l'Afrique? Je le rappelais à quelqu'un, tous ceux qui ont osé défier ces puissances se sont retrouvés sous terre. Et les oui, mais ce n'est pas une Tout raison. simplement, je vais terminer ma question, mais parce que l'expérience nous démontre que finalement, l'Occident s'était préparé depuis fort longtemps pour maintenir l'Afrique sous domination, en prévoyant tout ce qu'il fallait prévoir. Oui, ce mais qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique a des sérieux problèmes pour se détacher de ses puissances, mais simplement parce qu'elle n'a pas ses capacités. Être intelligent, c'est bien, être intellectuel ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de rapport de force. Et je posais d'ailleurs la question à quelqu'un pour dire, mais pourquoi ces puissances ne s'en prennent-elles pas, par exemple, à la Corée du Nord ou à la Chine? Mais simplement parce que ces pays disposent, par exemple, des armes nucléaires. Pourquoi on a récupéré, par exemple, l'arme nucléaire de l'Afrique du Sud? Mais simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas d'arme nucléaire, évidemment, on peut vous imposer tout ce que vous voudrez. Et je vais terminer par un exemple pour illustrer cela. C'est le Congo-Brazzaville, que nous connaissons probablement beaucoup mieux, tous ici. Le Congo a expérimenté une démocratie, sous, bien entendu, disons, de la perestroïka, le Congo a essayé d'expérimenter une démocratie. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'est la même France, on se souviendra donc de la déclaration de La Baule, cette même France qui avait demandé à ces pays africains de passer, c'est-à-dire de basculer vers la démocratie, qui viendra mettre fin à cette démocratie en nous envoyant 5 armées étrangères, nous envahir. Oui, alors, face à cette puissance, je vais terminer, Maître Nzamba, face à ce comportement, j'allais dire, criminel, que devraient faire, par exemple, les Africains, les Congolais, en cette période-là? Dans ce cas-là, qu'est-ce que les Congolais allaient faire? Monsieur Perrin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit toujours, les relations... Non, là, j'ai pris un exemple aussi qui est vérifiable. Là, je prends un exemple vérifiable. Un petit pays africain qui s'oriente vers la démocratie, une puissance étrangère vient imposer cette armée. Monsieur Perrin, alors, ce que la France a fait au Congo-Brazzaville n'a été possible que parce qu'il y a eu des élites, certaines élites congolaises qui ont accepté à ce qu'un État extérieur puissent s'immiscer dans la gestion de leur propre pays et aller à l'encontre des institutions de leur propre pays. Cela n'a été possible parce que si on en revient au même point. Permettez, si Denis Sassou Nguesso n'avait pas accepté, c'est sûr et certain que la France allait utiliser une autre personne. Oui, c'est ce que la France a fait en Côte d'Ivoire. Monsieur Perrin. En Côte d'Ivoire, on l'a fait. Là-bas, si on veut Monsieur Perrin. Oui, mais Monsieur Perrin, vous évoquez des faits
mais vous ne voulez pas les approfondir, les analyser plus profondément. Parce que le problème que nous avons en Afrique, c'est que nous avons une élite qui n'est pas d'accord sur les valeurs sur lesquelles on gouverne un pays. Quand vous avez une élite qui est d'accord sur les valeurs qui fondent un pays, qui fondent un État, et qui sont prêtes à mourir pour ces valeurs-là, aucune puissance ne peut les manipuler. Vous avez pris l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est pas un modèle de vertu, mais en revanche, la Corée du Nord constitue d'une élite qui a une vision de la puissance et de la géostratégie mondiale et qui a reconnu sa place. Maître Nzamba, permettez que je vous arrête par là. Maître Nzamba, nous avons eu le professeur Pascal Lissouba qui avait une vision pour le Congo, mais on est venu l'arrêter. Mais ce que je vous fais comprendre, Monsieur Perrin, c'est que le président Lissouba représentait une certaine élite avec ceux qui lui faisaient confiance, mais que toute l'élite congolaise n'était pas d'accord sur les valeurs issues de la conférence nationale souveraine. Et donc, la France a utilisé l'élite qui n'était pas d'accord pour déstabiliser les institutions. Or, quand vous avez toute l'élite qui est d'accord sur les valeurs, c'est pas possible. Donc, vous ne verrez pas la Russie pouvoir utiliser les intellectuels ou les hommes politiques français pour déstabiliser les institutions françaises. Ça ne marchera pas. Donc, les Russes ne pourront pas donner de l'argent ou les armes aux Français pour qu'ils déstabilisent l'État français. Parce que l'élite française est d'accord sur les valeurs. Maître Nzamba, ce qui s'est passé en Irak, c'est encore dans nos mémoires. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est dans nos mémoires. Nous avons vu comment ces pays, qui sont bien entendu avec une élite qui a une vision pour le pays, ces pays ont été, malgré cela, envahis par les puissances étrangères, sous le mensonge, en plus. Oui, mais ça, c'est... Comment pensez-vous qu'en Afrique, ce serait différent? Non, on va revenir peut-être là-dessus, peut-être que les autres aussi veulent intervenir. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe si on ne comprend pas la géopolitique. Et puis, il y a des États qui sont forts, parce qu'ils ont des institutions fortes, qui sont respectées par toute l'élite politique. Et vous avez des États qui sont faibles et fragiles parce que les gens sont plus dans des guerres tribales et ethniques de positionnement que pour la primauté des institutions. Et nous sommes à ce stade-là. C'est pour ça que nous serons toujours manipulés et que nous aurons toujours des États instables. Voilà, la réalité, c'est celle-là. Monsieur Télama Miabe, vous voudrez réagir sur la question? Oui, je voudrais vraiment réagir sur la question. On comprend que on doit bien sûr prendre en considération la qualité de leadership que nous avons dans un pays, mais il n'y a pas un seul pays dans ce monde où l'élite est tout à fait d'accord à 100% des différentes stratégies qu'il faut avoir pour développer un pays. Même pas en France. Même pas en France, même pas aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc, mais je comprends le fait qu'on a aussi un leadership déficient dans nos pays et donc par conséquent, on a besoin de regarder et de se focaliser sur ce point-là. Mais néanmoins, je suis plus pour l'argument que Christian Perrin relève ici. Il faut que l'on regarde notre histoire, l'histoire de l'Afrique. On a un continent qui a été exploité et qui a été exploité avec une idéologie qui a été de diviser pour mieux régner. Les frontières que nous connaissons aujourd'hui, qui sont les frontières de l'Afrique, viennent de cette idéologie qui a été mise au XVIIIe siècle pour contrôler, maintenir les Africains. Notre continent a été, c'est le continent africain, les pays francophones servent à enrichir en fait l'économie européenne, l'économie française. J'ai pas mentionné tout à l'heure cet ouvrage comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Je crois que c'est très important de revenir sur cet ouvrage-là. Mais ce que l'on peut constater, on ne peut pas dire que la France, on ne peut pas dire que la France, dans son approche, c'est en réalité une approche colonialiste. C'est une approche d'exploitation des richesses de nos pays. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils placent des marionnettes en position de responsabilité. Des gens qui ne vont pas réfléchir pour l'avancement de leur pays. Des gens qui vont éliminer toute possibilité de développement dans ces pays parce qu'encore, la France, son approche, c'est un jeu à somme nulle. Donc, si on dit que c'est nos élites, la faute est de nos élites, en partie, c'est vrai. Mais les élites qui sont placées, que nous avons là, qui sont placées, soutenues, Sassou Nguesso a eu des milliards de dollars à sa disposition pour revenir, pour prendre le coup d'État, pour chasser le président Lissouba. Jacques Chirac le dit, ils ont vu le gouvernement angolais. Donc, face à cette force qui est soutenue par l'Occident, qui est soutenue par une puissance militaire, la France, qu'est-ce que nos élites
pouvaient-ils faire pour essayer de combattre leur souveraineté, défendre leur souveraineté? Ils ne pouvaient absolument rien faire. Donc, il y a quand même une superstructure qui était là au-dessus, une force au-dessus, et ces forces-là manipulent pour leurs intérêts, parce qu'en réalité, les pays n'ont pas d'amitié, ils ont simplement des intérêts. Et la France, pour ses intérêts, veut maintenir des marionnettes dans nos pays en Afrique, qui sont là pour servir les intérêts de la France et pas le développement de leur pays. Donc, quel que soit ce que l'élite dans ces pays-là peut faire, ils sont devant une montagne, et cette montagne, c'est une superpuissance qui a les moyens technologiques, qui a les moyens financiers de justement combattre cette élite, parce que cette élite est perçue pour venir bouleverser, changer les choses. Qu'est-ce que le président Lissouba a fait? Il a dit, le Congo a une production pétrolière, nous sommes à 17%, je veux la ramener à 34%. Pourquoi? Il a vu le bénéfice de son pays. Et ça a été ça, l'un des problèmes. Qu'est-ce que le président Lissouba a fait? Il a dit, il faut diversifier les compagnies avec lesquelles pétrolières que nous travaillons. Il en met Oxy. Ça a été un problème. Donc, on ne peut pas tout mettre sur l'élite quand nous avons une superpuissance qui est là, qui est capable de tuer, qui est capable de financer des rébellions afin de continuer à maintenir ses avantages économiques et géopolitiques. Donc, je veux dire qu'il faut que l'on puisse faire cette analyse et que l'on regarde l'histoire de l'Afrique, où une France qui est le pays où la naissance des droits de l'homme, donc je dis toujours que la philosophie de la France, c'est une pièce à deux revers. D'un côté, la France, c'est le pays des droits de l'homme, les pays de Voltaire, le pays de l'égalité, de la justice, Montesquieu et l'autre. En même temps, en France, la France a été un pouvoir destructif qui a en fait exploité, qui a colonisé, qui a fait l'esclavage. Donc, en même temps, en Afrique plutôt, la France, elle a emmené les ténèbres en Afrique. Et elle, jusqu'à présent, je pense qu'on est dans ce cadre qui continue. Et je pense que pour la France, elle est obligée, si elle veut maintenir cette collaboration avec des Africains, qui n'est pas une collaboration, mais en disant ce rapport avec des Africains, de se remettre en question et de savoir qu'aujourd'hui, il est temps de changer et qu'elle ne peut plus continuer à être dans une perspective de jeu à somme nulle. Bon, je ne veux pas être trop loin, donc je vais simplement dire qu'on puisse faire cette nuance-là. Alors, quelles sont donc les possibilités pour que la France continue finalement, cette fois-ci, à se regarder avec les Africains face à face, mais sans pour autant rompre carrément les relations? José Nsemi. Oui, Monsieur Perrin, je pense que l'échange qu'il y a eu tout à l'heure, je voudrais bien dire un mot, si vous permettez. Je vous en prie, oui. Je pense que je vais revenir sur l'auteur que M. Telema a plusieurs fois cité, Walter Rodney. Walter Rodney indique précisément, en tout cas de mémoire, que l'existence des élites qui collaborent à la poursuite ou continuum colonial fait partie de la définition du néocolonialisme. C'est-à-dire que le néocolonialisme ne peut exister. D'ailleurs, nous avons pris nos indépendances dans les années 60. Je rappelle que l'Amérique du Sud a eu plus d'un siècle et demi déjà d'expérimentation des indépendances qui avaient en son sein des élites comme les Africains qui collaboraient avec la nouvelle puissance nord-américaine, c'est-à-dire les États-Unis, mais aussi avec l'Espagne ou le Portugal, qui sont les anciennes puissances coloniales de l'Amérique du Sud. Et donc, à mon avis, je pense qu'il faut que la question des élites africaines soit posée de façon profonde. Il faut que nous ayons un ordre de priorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous puissions poursuivre le combat pour les droits civiques, les droits politiques, le vote, lorsque nous savons bien qu'en l'absence de souveraineté, tout ça ne vaut rien. Donc, nous devrions avoir un ordre de priorité, c'est-à-dire que le combat que nous devons tous mener, en tout cas, cette partie de l'élite, moi je ne crois pas évidemment à ce que toutes les élites africaines soient toutes d'accord au même moment pour le faire. Cette élite qui est consciente de cela doit mettre au premier chef la question de la souveraineté. Moi, je suis particulièrement gêné quand on dit, par exemple, que la CEDEAO est une organisation panafricaine, que l'Union africaine est une organisation panafricaine. Je suis désolé. Le panafricanisme est sérieux. C'est une doctrine qui a été construite pendant des siècles, en quelque sorte. Il y a des penseurs du panafricanisme. Le panafricanisme, son premier élément, c'est la souveraineté africaine. Donc, si une organisation sous-régionale ne met pas la souveraineté africaine au centre, ce n'est pas le panafricanisme. Tout ce qu'on appelle organisation panafricaine, à mon avis, ce sont des non-sens. Et évidemment, c'est à la mode. Panafricanisme ici, panafricanisme là, sans être rigoureux sur les éléments qui définissent ce que c'est que le panafricanisme.
C'est pour cela que je pense que l'élite africaine fait ce déni depuis les années 60 de ne pas prendre d'abord à bras-le-corps la question de la souveraineté, qui, elle, va donner une démocratie viable. Si les populations n'ont pas la souveraineté de rejeter un dirigeant à chaque fois que leurs aspirations ne sont pas satisfaites, il n'y a pas de démocratie. Donc, cette possibilité pour les populations africaines de rejeter les dirigeants à tout moment, ça s'appelle la souveraineté. Or, aujourd'hui, quand vous dites souveraineté, on vous dit non, c'est une façon de dire aux dirigeants africains qui sont en place qu'ils peuvent continuer. Il y a une inversion de choses qui me gênent dans cette façon de voir. La souveraineté, c'est d'abord au niveau des peuples. Est-ce que les peuples africains sont en situation de maintenir des dirigeants qui correspondent à leurs aspirations ou de les rejeter quand ces dirigeants ne sont pas en phase avec leurs aspirations? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de dire que l'élite africaine, qui est consciente de cette affaire, faudrait qu'elle s'organise autour, en priorité, de la question de la souveraineté. Mais quand vous le dites, on vous dit, mais c'est la France, c'est la Chine, etc., etc. Je rappelle juste une chose. Quand on prend l'histoire de la Chine n'a pas construit sa souveraineté sur la base d'un consensus national. Il y a eu un combat précisément entre Lili San et Mao Tse-tung. Lili San, il y avait deux visions. Et quand les Lili San ont perdu face à Mao Tse-tung, la vision de Mao Tse-tung a prévalu sur d'ailleurs l'arbitrage des Russes. Et je rappelle que c'est un panafricain qui s'appelle Georges Padmore qui est parti faire la médiation entre les deux tendances. Et quand Mao Tse-tung a gagné cette bataille, sa vision a prévalu et a donné la Chine d'aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord, mais leur souveraineté est prévalue. C'est pour cela que l'élite africaine, qui est consciente des questions de la souveraineté, qui refuse le combat, qui consiste à dire que, écoutez, tant que la France est là, tant que les États-Unis sont là, on ne pourra pas, non. Je pense qu'il faut reprendre le combat là où ça se trouve. Je vois dans ce qui se passe au Niger les reliquats du combat de Dibo Bakary, qui a été évincé. Je vois au Sénégal les reliquats du combat de Mamadou Dia. Je rappelle ici que le Sénégal, dont on nous a présenté comme un modèle de démocratie, Senghor a emprisonné ses opposants. Mamadou Dia, qui voulait la souveraineté du Sénégal, a fait 10 ans en prison, de 63, je crois, en 74. Donc, quand on voit aujourd'hui la jeunesse sénégalaise qui se lève, il y a toute cette mémoire des combats qui n'ont pas été achevés, de la souveraineté qui revient. Quand on voit ce qui se passe au Niger, c'est un peu pareil, etc. Donc, je pense qu'il y a des combats qui n'ont pas été soldés, il y a des luttes qui n'ont pas été soldées, et nous avons en quelque sorte enjambé ce pas pour aller vers la démocratie sans souveraineté, et nous sommes surpris aujourd'hui que les puissances continuent à régner, etc., etc. De toute façon, si les Africains ne posent pas le problème de la souveraineté de façon, je dirais, majoritaire, parce que c'est un combat à l'intérieur de l'Afrique même, entre les élites qui sont là en place, qui collaborent, et celles qui ne veulent pas collaborer. Si nous n'engageons pas ce combat déjà à l'intérieur du continent, nous ne pourrons pas nous présenter de façon sérieuse devant les puissances. Juste pour finir, la France, en 1958, lorsque De Gaulle arrive pour demander le vote du oui ou du non à la communauté, c'est bien un rapport de force qui s'est installé. Il y a bien Indochine par ailleurs, il y a bien l'Algérie de l'autre côté. Dans tous les territoires africains, la demande de la décolonisation est pressante. De Gaulle, en fait, quelque part, va préempter ce qui allait arriver en proposant cette fameuse communauté qui, finalement, a été un piège pour beaucoup de pays d'Afrique francophone. Alors que si les choses étaient allées normalement, nous serions arrivés d'une manière ou d'une autre à une demande très claire de la décolonisation. Enfin, je m'arrête là pour qu'on continue par la suite. Je pense que Évidemment, je crois que nous sommes presque à la fin de notre émission. On va procéder donc, je vais vous accorder quelques secondes chacun pour conclure, mais sur la question de la démocratie imposée en Afrique, parce que nous avons entendu d'ailleurs la CEDEAO demander les calendriers, il faut vite présenter les calendriers pour remettre l'ordre constitutionnel. On a l'impression que la démocratie en Afrique se limite aux élections. Chacun va répondre à cette question, mais aussi pour conclure. On va commencer par Maître Brice Nzamba. Oui, alors, ce que je dirais, moi, c'est que moi, je pense qu'il y a des prérequis à la démocratie. Voilà, parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse, par exemple, demander à un pays comme le Mali, dont le territoire est occupé pour partie, et dont même la partie qui est censée être contrôlée par le gouvernement n'est pas complètement sécurisée, et qu'on exige à cet État
d'organiser des élections dans l'immédiat, en fait, dans un temps assez court. Moi, je pense que la démocratie exige d'abord qu'il y ait un État. Il faut qu'il y ait un État qui fonctionne. Et qui dit un État, il faut au préalable qu'il y ait un territoire qui est sécurisé, une population qui est instruite et éduquée, qui peut exercer sa citoyenneté, et une force, un pouvoir public qui organise tout cela. Et il faut d'abord qu'il y ait ces éléments-là. Il faut d'abord qu'il y ait un État. Donc, dans des pays où il y a quasiment un démembrement de l'État, je pense que la démocratie qui est souvent considérée, qui est souvent restreinte à l'élection, je pense que pour moi, c'est un gadget. Moi, je considère ça comme un gadget parce qu'il suffit d'organiser des élections, peu importe les conditions de transparence de cette élection, peu importe les conditions de participation aux campagnes électorales qui ne couvrent pas tout le territoire, on considère qu'il y a la démocratie dans ces pays. Donc moi, je pense que la priorité pour certains États, je pense au Mali, je pense au Burkina, je pense au Niger, c'est d'abord que ces pays puissent retrouver leur intégrité territoriale. Et moi, je pense, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Diogène Séni là-dessus, que il est important pour l'élite africaine de pouvoir s'accorder sur les valeurs sur lesquelles on s'engage en politique. Parce qu'on ne peut pas simplement s'engager en politique pour accéder au pouvoir sans savoir pourquoi on se bat. Alors, si on ne se bat pas avant tout pour pouvoir faire triompher la souveraineté du pays dans lequel on est, on finit simplement par avoir des contre-coups. C'est-à-dire qu'on a une élection, on a un chef d'État qui est élu, et puis à tout moment, il y a des forces qui se coalisent pour le défaire du pouvoir. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une élite de plus en plus responsable, engagée, je dirais, souverainiste en Afrique. Donc, moi, j'appelle vraiment à ça. Merci, Maître Brice Nzamba. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et analyste politique à Africa 24. Diogène Séni, pour votre dernier mot. La démocratie telle que proposée par la communauté internationale, j'allais dire, sinon les organisations sous-régionales, la démocratie des élections, qu'est-ce que vous en dites? Vous qui êtes également président d'un parti, disons, oui, c'est un parti politique. Vous êtes le président donc de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Et le Congo, évidemment, je crois, est en train d'aller vers les élections. D'ici là, je crois, c'est en juillet. La démocratie des élections. Écoutez, M. Perrin, je voudrais commencer quand même par dire que la Ligue panafricaine de Moja fait partie des organisations, des partis qui ont contesté les dernières élections. Nous avons appelé au boycott dans les conditions que vous savez, ce que ça nous a coûté sur le terrain. Ceci dit, lorsque on parle de démocratie au Mali, c'est même… Pardon, j'allais vous couper exceptionnellement, puisque vous êtes, disons, impliqué dans le processus, je crois, électoral. Est-ce que vous êtes, votre parti a été pris en compte? On nous parle déjà d'un dialogue, je crois, qui est en vue là. Votre parti a été pris en compte? Je vais répondre par plutôt un constat. Je constate que la plupart des partis qui ont signé l'appel du 29 janvier appelant au boycott, aucun de ces partis n'a été invité à quoi que ce soit. Donc, nous ne sommes pas invités et ça va dans l'ordre des choses, en quelque sorte. Bon, bref, disons que, pour revenir à votre question, c'est que sur le Mali en particulier, je trouve qu'il y a on est en perte de mémoire. Le Mali a été cité longtemps modèle de démocratie. Alpha Omar Konaré a fait 2 mandats, tout le monde a salué. ATT, Amadou Toumani Touré, qui avait déposé le président Moussa Traoré, est parti, il est revenu. Il a même été cité en exemple de général africain, modèle républicain, il a été réélu, et après, il y a eu l'élection de Ibeka, même si Sanogo, entre-temps, est passé par là, mais le Mali a été cité au modèle démocratie. Je pense que la France doit quand même des fois faire attention à ces diatribes un peu rapides. Il faut poser la question pourquoi ça n'a pas marché au Mali. C'était un modèle. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour, comme ça, pousser les Maliens, comme les Maliens étaient totalement contre la démocratie? Il faut poser les questions aux Maliens. Il y a eu des voix comme Aminata Traoré à l'époque qui ont déjà tiré les sonnets d'alarme 10 ans, 20 ans plus tôt dans des ouvrages de référence. Alors, il y a une réalité, c'est-à-dire que tout à l'heure dans nos débats, puisque je conclus, on a dit qu'on cherchait les points communs entre le coup d'État du Mali et du Burkina Faso, mais il y a un vrai lien entre les deux. Je rappelle que le mouvement M5 a manifesté pendant 3 mois avant que Assimi Goïta et ses amis fassent le coup d'État. Mais il ne faut pas oublier qu'au Burkina Faso, il y a eu des manifestations
encore en novembre, des populations, des peuples qui disaient que l'autre n'était pas en situation de le faire. Donc, on peut au moins trouver ce lien commun entre les populations, les opinions des deux pays, qui manifestent depuis longtemps pour qu'il y ait une certaine considération sur les questions de sécurité, comme on l'a dit, les causes immédiates. Donc, je finirai juste par dire que, en tout cas, il faudrait que l'élite africaine reconsidère ses priorités en matière politique. Nous avons eu au Congo le professeur Pascal Lissouba qui a connu ce que vous avez rappelé tout à l'heure. Mais quelle est la conséquence que l'élite congolaise a tirée depuis 25 ans? Je rappelle qu'au-delà de l'affaire d'Oxy, il y a eu aussi l'affaire du franc CFA. En pleine crise au Congo, on a dévalué le franc CFA en 1994. Quelle était la position unanime sur cette question souveraine des partis politiques et de l'opposition et de la majorité à l'époque? On voit bien comment l'élite africaine passe toujours à côté, parce que la question du franc CFA a frappé toutes les populations, les bastions de l'opposition, les bastions du pouvoir. Donc, l'élite africaine doit repenser en tout cas les priorités des combats actuels pour que la démocratie soit viable demain. Merci. Alors, professeur Félix Bakunda Pélé, certaines organisations sous-régionales ont l'impression que les Africains ont peur de la démocratie. Voilà qu'elle est en train de faire pression. Il faut aller aux élections, rétablir la démocratie, rétablir l'ordre constitutionnel. Est-ce que ça peut nous faire penser à la phrase de Jacques Chirac qui disait « Les Africains ne sont-ils vraiment pas prêts pour la démocratie ?» Vous êtes sûr? Un vrai dictat, c'est comme ça que je l'appellerais. Et sur ce point, effectivement, ce que dit Maître Brice Nzamba est tout à fait vrai. Et moi-même, je suis en train de dire, je prépare un papier là-dessus, que les amis, les compatriotes pourront lire. Enfin, le ministre malien des Affaires étrangères l'a dit, mais la démocratie, c'est pas organiser les élections seulement. De telle sorte que bien finalement, quand on les organise, on sait déjà l'issue. Il y a même au-delà de tout ce que l'on peut dire des élections en Afrique pour dire que ceci, ça n'a pas été. Il y a eu des élections qui ont été bien organisées. Hein? Bon, donc, on vient de rappeler le cas du Mali pour dire, mais on nous dit qu'il y a eu deux alternances, qu'il y a eu effectivement Monsieur Konaré qui avait été élu, qui a fait ses 2 mandats. Il y a eu, disons, ATT qui a été élu, qui a fait ses 2 mandats, au-delà effectivement du coup d'État imbécile de Monsieur Sanogo. Bon, bref. Voilà, je ne vais pas les citer tous, mais maintenant, je pense que l'on peut dire ceci. Au fond, au niveau des débats, au-delà de quelques nuances, même dans ce que nous venons de faire, on s'accorde sur un constat. Les États africains individuellement n'ont pas les moyens ni de se défendre, ni d'assurer les problèmes de la construction nationale. Et en cela, je citerai le grand théoricien du panafricanisme, Ken Nkrumah, qui disait ceci: tant que les États africains ne seront pas unis pour un État fédéral, ils seront obligés de se vendre pour des cuillères à café. Et nous y sommes. Nous y sommes. Quand moi, même pas des cuillerées à thé, alors. Donc, il a dit pour des cuillères à café, voilà, c'est ces termes, je ne fais que les citer. Et donc, on peut tourner sur la question de l'armée, sur la question du CFA, sur la question de l'élite. Mais ce jeu-là, effectivement, on vient de le dire. Ceux qui nous ont octroyé, je dis bien octroyé l'indépendance, la maîtrise depuis longtemps. Nous pouvons féliciter le président Goïta, on sait comment ça va se terminer pour être, je pense, pour être réaliste. Ça ne peut pas aller très loin, nous l'avons déjà signalé. Ça ne peut pas aller très loin parce que c'est des États fragiles. Nous risquons demain d'entendre qu'il y a eu un Compaoré au Mali et qui en a terminé avec le président. Nous risquons d'attendre, nous pouvons l'attendre du jour au lendemain. C'est pour ça que moi je pose la question de savoir, mais qui nous dit qui est derrière certains de ces putistes? Ça peut être la France elle-même, je n'ai pas de moyen, c'est une simple interrogation que je pose. Donc, l'issue, on la connaît. Et on sait ce que dit Einstein, mais la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre, disons, à des résultats différents. Si on va seulement pour élire, disons, un président d'un État unitaire, d'un État fragile, d'un État carent, d'avance, nous le savons tous, le Mali est un État défaillant, le Congo est un État défaillant et tout, ben, ça ne va qu'engraisser effectivement ceux qui viendront après et qui vont tendre la main justement à l'ancienne puissance coloniale pour dire je suis d'accord avec vous. Donc, c'est sans issue. C'est sans issue. Soyons réalistes. Ne baignons pas, disons, dans une béatitude pour croire que... Est-ce que dans le cas où, par exemple, la France reprenait la main, tel que vous êtes en train de dire, on dit ça n'ira peut-être pas loin, mais ça peut aussi aller loin. Mais dans le cas où la France reprenait la main, est-ce que cela ne va pas peser prochainement ou dans les jours à venir
sur la France à revoir un peu sa stratégie, ses relations avec l'Afrique, pour avoir vécu au moins cet épisode? Ce qui est sûr, deux choses sur la question que vous venez de poser, sur laquelle j'allais effectivement terminer. Première des choses, la difficulté de la France aujourd'hui, c'est que elle a un ennemi qu'elle aurait du mal à maîtriser, c'est-à-dire l'opinion publique africaine. Et c'est pour ça que je disais qu'elle n'a pas réussi à anticiper cela. Donc, c'est difficile pour la France, au niveau où nous en sommes, de contrer la situation. Elle va tenter effectivement de faire ce qu'elle a toujours fait. Parce que l'élite africaine, nous l'avons montré, nous l'avons dit, nous l'avons signalé, mais l'élite africaine est en réalité fragile et quand elle arrive au pouvoir, elle se rend compte qu'elle n'a pas les moyens de ce qu'elle aurait souhaité. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoutez, pour rester longtemps, je tends la main et puis voilà, c'est pour ça que depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis effectivement les années 70, y compris en France, je vous citais l'autre jour M. Pierre-François Gonidec, professeur de droit, qui avait dit qu'il y a une complicité qui est là et qui restera éternelle tant que l'État africain sera organisé tel qu'il est. Donc, cette complicité qui fait que la seule chance de survie d'un dirigeant africain à la tête de l'État, c'est uniquement de tendre la main à la France. Et la France l'a étudié depuis très longtemps. Donc, reconnaissons que c'est sans issue. Et c'est pour ça que je dis que l'une des chances que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est de rompre avec le modèle traditionnel d'organisation de l'État, c'est-à-dire donc le mode présidentiel, disons, que nous avons adopté effectivement dans la France. C'est sans issue. Donc, on peut encore assez longtemps, on va faire le même constat. Au fond, quand je regarde tout ce que nous venons de dire au cours de cette émission, on s'accorde sur les grandes lignes, en dehors de quelques nuances, que l'élite est totalement démunie, que l'État africain est fragile ou défaillant, qu'effectivement, disons, de CFA, encore que moi j'ai l'habitude de dire, je dis souvent, mais ça ne sert même pas, disons, de gloser sur la question du CFA. La question du CFA est liée justement au modèle présidentiel que nous avons reçu. La preuve, Sékou Touré, élu, enfin, je vais dire, disons, quand arrivé à la tête de l'État dans les conditions que nous connaissons, il n'a pas eu le CFA. Donc, le CFA n'existe que parce qu'on a des présidents qui sont des présidents dépendants. Et si on se départit de ce modèle-là, automatiquement, la question du CFA tombe d'elle-même. Donc, vous voyez que là, nous tournons en rond sur le constat qui a déjà été fait. Donc, je pense que, puisque la question portait sur les grands défis, aujourd'hui, on est en face d'un grand défi. C'est celui de dire, est-ce que nous devons continuer avec le même modèle présidentiel que nous avons en Afrique, qui fait que tout président n'a qu'une seule alternative, d'accepter le dictat de la France ou alors de mourir. Et vous avez cité le cas du président Pascal Lissouba. Nous connaissons le cas de Boganda, qui est mort dans des conditions qui restent suspectes. Nous connaissons le départ, même si ce n'est pas en Afrique francophone, les conditions dans lesquelles, effectivement, Nkrumah a été renversé. Nous connaissons des conditions dans lesquelles Modibo Keïta également a été renversé par Moussa Traoré. Donc, en fait, nous sommes en train de refaire la même chose et je suis convaincu, ce n'est pas, disons, les pouces de l'œil que nous sortons de cette situation si, effectivement, à l'issue, effectivement, des transitions qu'ils vont assurer, disons, les dirigeants de l'heure reviennent encore au modèle traditionnel d'État, c'est-à-dire l'État unitaire. C'est une impasse garantie, j'en suis convaincu. Je pense que le message est passé, ce que je veux dire. Alors, seul donc un État unitaire pourra sauver l'Afrique. Est-ce qu'on peut penser que, au moins dans les États où... Un État fédéral, pardon. Un État fédéral, vous avez dit, voilà, qui peut sauver donc l'Afrique. Est-ce qu'on peut penser que ceux qui ont aujourd'hui, notamment, j'allais parler des soldats au moins qui ont déjà pris le contrôle de leurs États, peuvent, eux, commencer déjà à créer cet État fédéral d'Afrique? Teilhama Niabe. Ouais, ça c'est une... Je ne pense pas que j'ai du temps pour répondre à cette question. Elle est trop complexe, mais je peux m'inspirer pour quelques minutes pour simplement dire, parce que je suis dans un pays qui est une puissance fédérale. Et vous conclurez sur les élections, comme la démocratie électorale, en fait. Ouais. Bon, c'est une question complexe. Je crois que avant de chercher à... bon, je ne sais pas tellement comment vous répondre parce qu'il y a tellement des éléments, tellement d'aspects sur cette question qu'elle est complexe. Donc, je vais simplement dire que je crois je suis panafricain, je crois à une Afrique forte. Le Congo, c'est un petit pays de 5 millions d'habitants. On ne peut pas faire face à un géant qui est la Chine, qui a près d'1 milliard d'habitants. Donc, je crois que l'union fait la force. Et donc, une Afrique qui se retrouve dans un bloc pour défendre ses intérêts, elle est une Afrique beaucoup plus puissante. Donc, je suis fondamentalement panafricain dans ce sens-là, et je suis panafricain dans le sens où l'Afrique a besoin d'échanger entre les pays africains. Et donc,
mais avant d'arriver à ce point de politique, il faut régler un certain nombre de problèmes. Et les petits États que nous avons doivent régler des problèmes, des problèmes importants. Et parmi ces problèmes, c'est le problème de l'éducation. Il y a des choses sur lesquelles il faut d'abord, des points qu'il faut traiter avant d'arriver à un certain nombre de choses. Bon, je suis aussi d'accord que le leadership est important. Le leadership dans un pays est important et je le dis souvent que le développement d'un pays dépend de la qualité des leaders que nous avons dans ce pays. Et je suis quand même confiant que l'élite africaine, l'élite congolaise est prête. Et je ne suis pas tellement d'accord qu'on a besoin tous d'être homogènes, de s'entendre. Ici, pour le développement du pays, de ce pays, on a vu, il y a beaucoup de différences. Il y avait des gens qui étaient même pour l'esclavage, il y a des gens qui étaient contre l'esclavage, mais il y a eu un débat et le débat continue. Je crois que le débat, c'est important d'avoir des différences. Donc, l'élite africaine ne peut pas être homogène, ne sera jamais homogène. On peut se développer même avec les différences de stratégie ou de compréhension politique. Donc, ça, c'est le point de vue. Et je suis confiant qu'aujourd'hui, l'élite congolaise, l'élite africaine est prête. Mais je pense que c'est les conditions, compte tenu de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, qui ne sont pas encore en place. Et pour les pays francophones, la France a un jeu important, un rôle important qu'elle doit jouer. Et aujourd'hui, donc, pour répondre un peu à ce que le professeur a dit tout à l'heure, la France, à mon avis, est obligée aujourd'hui de se remettre en question, sinon elle va perdre l'Afrique. Nous avons un continent africain qui est en fait courtisé par tout le monde. Vous voyez qu'il y a une conférence entre l'Afrique et l'Amérique, une conférence entre l'Afrique et la Chine, une conférence qui se fait chaque année ou chaque 2 ans entre l'Afrique et la Russie, l'Afrique et la Grande-Bretagne, etc. Pourquoi? À cause de nos ressources naturelles, n'est-ce pas? Mais aussi à cause de la population jeune que nous avons. Donc aujourd'hui, où il y a des centaines de pays qui viennent en Afrique pour essayer justement parce qu'ils comprennent que l'Afrique, c'est l'avenir, la France ne peut pas maintenir cette posture qu'elle avait il y a 50 ans parce que les choses ont changé. Donc, elle est obligée de s'ajuster. Et comment elle doit s'ajuster? C'est justement en ne soutenant plus les dictatures, parce que ces dictatures-là, comme les Sassou Nguesso, et dans certains pays où on a les dictatures, elles fragilisent en fait le développement économique en réalité. Et étant donné qu'il y a d'autres alternatives qui arrivent, et les Africains qui veulent aujourd'hui se prendre en main, se prendre en charge, eh ben, ils seront orientés vers la Russie, ils seront orientés vers la Chine et toutes ces autres puissances qui viennent vers l'Afrique. Donc la France ne peut pas continuer ce jeu. Elle est un peu en retard, à mon avis. Il est indispensable que dès maintenant, qu'elle prenne vraiment des structures totalement drastiques pour le changement de comment est-ce qu'elle traite avec l'Afrique et particulièrement avec l'Afrique francophone. Bon, donc, pour dire simplement que je pense que les Africains sont prêts à prendre leur destinée en main. Dans la zone d'influence française, on a besoin d'une France qui ajuste, qui ne soutient pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Sassou Nguesso, cette phrase du président Hollande qui dit « Le Congo, M. Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple », ça a déclenché pratiquement toute l'instabilité politique que nous avons jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent. Et ça, on ne peut pas nier ça parce que la France vient en Afrique pour ses intérêts et l'Afrique a été là. Les Européens sont venus en Afrique pour leurs intérêts et ils maintiennent leur stratégie géopolitique aujourd'hui pour ses intérêts. Donc, je crois que je ne veux pas relancer un débat. Bon, j'espère que j'ai répondu d'une certaine façon à votre question, mais voilà ce qu'en quelques mots j'avais à dire. Merci. Eh bien voilà, c'est la fin de cette tribune. Merci, chers invités. Était avec moi sur ce plateau le professeur Félix Bankuna-Pellé, consultant, juriste, politologue et constitutionnaliste. Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique à Africa 24, Teila Mamiabe, professeur de mathématiques à l'université du district de Columbia aux États-Unis, membre de la Fondation nationale pour la démocratie, le NED. Vous êtes également membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Et enfin, il y a eu Diogène Seni Inda, président de la Ligue panafricaine Umoja Congo.
À vous, chers téléspectateurs, aussi merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Merci.